il était temps de se retrouver quand même, hein. C'est bien parce que les invités reviennent sur leur enfance, ils reviennent sur leur parcours, ils sont capables de découvrir un autre visage de l'invité en question, que ce soit dans le monde du politique, du sport, de la littérature ou des arts. En fait, c'est la nature humaine qui nous intéresse, hein. C'est pas le politique, c'est pas les sportifs. quelles que soient les positions, on rencontre des êtres humains qui ont eu Tout simplement. Le café de la Troie. Alger chaîne 3. La bonne fréquence, la bonne chaîne, madame, monsieur, bonjour. On choisit peut-être pas ses parents, on choisit pas sa famille, on choisit pas non plus les trottoirs de Paris, de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher, mais tous les jeudis, on choisit bien sûr sa station radio et l'espace où tous les créateurs se posent pour promouvoir leurs univers. Et les siens tournent autour des littératures poétiques, théâtrales, cinématographiques et que sais-je encore. Najib Stambouli, bonjour. Bonjour, Karim. Alors, rapprochez vos micros parce qu'il y a énormément de monde. Il y a également du bruit ici au Café de la Troie. Merci d'accepter notre invitation, Najib Stambouli. Alors, comment dois-je vous présenter, hein? Après des études en sciences économiques, vous avez embrassé la carrière de journaliste. Vous avez exercé dans des hebdomadaires et quotidiens, notamment au sein des rubriques culturelles, puis en qualité de directeur de rédaction. Votre écriture affinée au contact des grandes plumes que vous avez bien sûr côtoyées est très appréciée. Des écritures sur lesquelles, bien sûr, nous reviendrons. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, on va en citer quelques-uns. La rancune, le mauvais génie, le fils à maman, en tout cas vous ne l'êtes pas, ou la voix du sang. Et on va également parler du comédien ou également Dila, la froide vengeance d'une femme battue, c'est bien ça? C'est le dernier ouvrage de Juste une gifle. Ouais. Bah exactement ça. Bien, nous allons encore une fois y revenir. Et c'est ça le concept du Café de la Troie. Vous n'êtes pas venu seul, mon cher Najib Stambouli. Vous êtes accompagné de Hassan Metref. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Hassan Metref? Ça va, alhamdoulilah. Vous êtes un homme de culture, organisateur de cet événement devenu international qui vous a échappé, à savoir Racontar, le bilan de sa création et de sa disparition depuis l'année dernière. Pour quelles raisons? Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui. Et sa prochaine localisation, où est-ce que vous allez nous entraîner? Nous en parlerons également aujourd'hui pour ce deuxième numéro du Café de la Troie de l'année 2024. Il y a également avec nous aujourd'hui Abdellah Hagoun, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Abdellah Hagoun? Ça va. Vous êtes un grand voyageur, vous bougez, vous connaissez l'Algérie de fond en comble, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Hein. Qu'est-ce qui vous fait rire? On va y revenir. Vous êtes médecin, réalisateur, auteur de l'ouvrage Blouse blanche, zone grise, décennie noire, paru aux éditions Coucou. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a réellement marqué dans votre parcours, c'est Chacun son ordonnance. Bien sûr, votre one-man show, sur lequel nous reviendrons également un peu plus tard. Vous y connaissez en matière de cinéma parce que vous avez côtoyé les univers de Belkacem Hadjadj, Abdelkrim Lalaoui, mais également d'un certain Chérif Hagoun, votre frère, qui nous a quittés il y a quelques temps déjà et à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Alskri Metref. Quatrième invité aujourd'hui, Aziz Boklouni, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui au Café de la Troie. Alors vous êtes un acteur talentueux au long cours, plus de 30 ans de carrière. Vous avez joui dans plusieurs films, on va quand même encore en citer quelques-uns. Héliopolis de Ja'far Gassem, Le sang des loups de Ammar Sifoudil, également L'Ashiq, sur lequel nous reviendrons aujourd'hui. Jour de centre, Kandil El-Bahr avec Adila Bendi Morad, mais également Hors la loi. Ne soyez pas hors de notre champ de vision, hein, parce qu'on vous surveille de très près, Aziz Bokrouni. Et puis nous allons également revenir sur le parcours de celui qui transcende les frontières géographiques et culturelles et nous offre une exposition esthétique qui interpelle et inspire. Il s'agit de Mostafa Boussetta. Tout ça se passe bien sûr au Palais de la Culture. Mostafa Boussetta, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Mostafa Boussetta? Alhamdoulilah. Voilà une exposition qui a été annulée, mais qui est de retour aujourd'hui depuis 48 heures au Palais de la Culture. Oui, non, elle n'a pas été annulée. Elle a été reportée. Reportée, voilà. À cause de la guerre en Palestine. Exactement ça. Ça a causé quelques désagréments. Les gens, ils ont été pris à contre-pied. Donc, pour la seconde fois. Écoutez, on va dire à bon entendeur. Hein. Ça s'appelle Racine Air au Palais de la Culture. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois-ci. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais un certain hippopotame a eu énormément de succès lors de cette exposition. C'est un poids lourd dans tous les sens du terme, Mostafa Boussetta. Exactement. Comment vous l'expliquez, ce succès de l'hippopotame?
Ah, bah, quand tu as un vrai... C'est pas la peine de me regarder comme ça quand on parle d'hippopotame, s'il vous plaît. Hein. Non, la marque mais allez, si tu veux, il n'y a pas de problème. Exactement ça. Donc oui, non, quand tu vois, c'est-à-dire c'est un challenge. Tout ce que je fais, c'est des challenges. Mais là, ça a été un gros challenge. Oui, Pour en dans tous les revenir sens du un terme, petit peu, Mustapha Boustan. ouais, dans tous les sens du terme, voilà. Et je l'ai mis à l'entrée, donc il est visible de loin. C'est un Boumbara, peu- c'est un peu- Boumbara il m'a l'hippopotame. servi d'hôtesse d'accueil. Voilà. Eh ben voilà. C'est une hôtesse d'accueil. Ah, moi je pensais que c'était... C'est une femelle, Je pensais que c'était la favela de Zeria, parce que vous êtes également dans une forme de dénonciation quand il est question de... C'est autre chose. c'est Ah ben, on va beaucoup en parler, plus- ne Ouais, vous d'accord. en faites pas. Ok, d'accord. Merci d'être avec nous, messieurs, pour ce deuxième numéro du Café de la 3, 14h, bientôt 10 minutes. Rebonjour Najib Stambouli. Rebonjour. Alors, Israël continue sa macabre offensive contre une population sans défense. C'est un massacre, un génocide, un nettoyage ethnique. Qu'est-ce que cela provoque en vous en tant que journaliste, mais d'abord en tant qu'Algérien? En tant qu'Algérien, le journaliste vient après. C'est un sentiment de révolte permanente. Les citoyens palestiniens de Gaza, ils vivent un double drame. Celui d'être tué au sens propre, blessé, tué, c'est par dizaines par jour. Et celui aussi que ce massacre, il n'y a pas d'autre mot, ce massacre à ciel ouvert, il est ouvert pour tout le monde, sauf pour l'Occident, pour les médias occidentaux dont on n'a jamais vu le côté partial et partiel qui ont mis sous embargo clair, net, sans vergogne, toute la tragédie vécue par un peuple. Tout cela, nous devons tirer des leçons sur... Et quelles leçons devant tant d'atrocités, devant tant d'inhumanité, Najib Stambouli? C'est-à-dire, c'est des leçons. Bon, autant qu'une révolte peut sécréter comme leçon, c'est de ne plus jamais recevoir de leçons de ceux qui s'évertuent à nous en donner, aussi bien sur les droits de l'homme, sur les respects des règles de la guerre, sur l'impartialité supposée de la presse. On a vu de façon flagrante et éhontée le parti pris des médias occidentaux, à commencer par celui qui est, qu'on ne veut ou pas, le plus proche de nous. Ce sont les médias des télés françaises, voilà. Pour ne pas les citer. Ah oui, les on CNews peut, et les on peut BFM TV. le citer, malheureusement. Le parti pris... Sinistrose à l'horizon. Ah, c'est terrible. Voilà, donc c'est un sentiment de révolte permanente devant le drame en lui-même et devant cette chape de silence qui frappe le drame du... Et ça marquera l'humanité jusqu'à la fin, je pense. Absolument, absolument. Je doute que l'humanité sorte de cette tragédie indemne. Voilà. Alors, donc justement, une année tire sa révérence, Najib Stambouli, et une autre qui se dessine déjà. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué l'année dernière? Et avant toute chose, bonne année et Gassam Ogas. Merci mon beaucoup. cher ami. Donc nous avons la chance d'avoir trois jours de l'an, celui de Muharram, celui de Yennaya et celui du 1er janvier. Et pour revenir à la première question, ce qui nous a marqué, je dis nous, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul, sur l'année de 2003, c'est sans conteste sa façon dramatique dont elle s'est terminée, à savoir la tragédie qui est vécue par le peuple palestinien dans l'enclave. Et ça continue malheureusement. Et ça continue. Le nettoyage ethnique continue. Et ça risque de continuer encore longtemps, pour quelques semaines, si ce n'est pour quelques mois. Mais l'impact, les séquelles, les cicatrices, elles resteront béantes pendant des siècles.
Alors, le mauvais génie, on en parlera également ici au sommaire de l'émission, quelques-uns de vos ouvrages, Le fils à maman ou La voix du sang, mais également Le comédien. Comédien, vous l'êtes réellement. J'ai comme l'impression que l'un de vos ouvrages, du moins ceux qui m'ont le plus marqué, ça reste Ma piste aux étoiles. Et pour quelle raison paru aux éditions Casbah? Parce que là, vous vous livrez, c'est un peu le côté intime que vous nous livrez, parce que c'est dans votre maison que les plus grands artistes sont passés. Et c'est ce qui vous a réellement nourri. Vous êtes tombé dedans, comme Astérix quand vous étiez petit. Bon, ma piste aux étoiles, je l'ai souvent dit, c'est-à-dire le talent de ma piste aux étoiles, c'est celui des personnalités culturelles et artistiques et intellectuelles. Les Egelbouchen, Katab Yassine, Haj Mohamed Lanqa, Hassan Hassani, Jaout, Maqbel, Ben Mohamed, enfin je ne vais pas tous là, Sonia qui était vivante là, c'est une série de portraits. Hein. Oui, c'est une série de 19 portraits et c'est parmi mes 7 ou 8 ouvrages, des romans généralement, c'est un ouvrage qui tient une place à part dans mon cœur parce que les gens que j'y décris et que j'essaye de faire revivre. Vous les avez mis immortalisés, on va le dire. Voilà, c'est des proches, c'est tous. Enfin, ce qui les immortalise, c'est leur œuvre, avant tout. Mais en tout cas, vous avez lutté contre l'oubli, contre l'amnésie, voilà, qui est devenue aujourd'hui presque chose courante dans nos sociétés dites entre parenthèses modernes, Najib Stambouli. Oui, c'est-à-dire l'oubli, l'amnésie. Et lutter contre vos propres oublis aussi. Oui, absolument. C'est-à-dire la meilleure manière, il n'y a pas d'autre recette jusqu'à un nouvel ordre pour faire vivre, revivre, restituer une mémoire que de l'écrire ou d'en parler, soit par la personne elle-même, soit par ceux qui les ont connus ou ceux qui ont lu leurs œuvres ou admiré leurs œuvres ou écouté leurs œuvres. C'est la seule façon de maintenir vivace une mémoire. D'une façon ou d'une autre, votre père, un homme de culture sans faille, il faut également le dire, ne vous a pas empêché de faire ce métier à un moment donné, après le passage de ces monstres sacrés dans un espace intime, c'est-à-dire votre maison? Absolument pas. Vous n'avez un jour jamais essayé d'embrasser la carrière d'acteur, de comédien, d'homme de théâtre, et que sais-je encore? Non, c'est-à-dire, bon, premièrement, mon père ne m'a jamais empêché de faire mon travail de journaliste. Mais avant cela, parce que vous avez naqué dans un milieu où l'art et les artistes et la culture, c'est un espace bouillonnant à la maison, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est-à-dire, j'étais tout petit, hein, avant mes 10 ans, je voyais venir à la maison Mohamed Egelbouchen, et par la suite, de façon quasi permanente, Hassan Hassani, qui était très très proche, et d'autres comme Noddin Bouroubi, Hassan Badari, Shahou Abdelkader, bien sûr. Enfin, que vous citez dans votre ouvrage Ma piste aux étoiles. Oui, c'est-à-dire c'est des gens, c'est un milieu culturel et artistique dans lequel j'ai baigné et qui m'a accompagné depuis que j'étais tout petit, et ce n'a pas été sans impacter par la suite toute, j'aime pas le mot, mais toute ma carrière, je dirais mon destin de vie. Vous avez été conditionné, vous pensez avoir été conditionné à Najib Stambouli? Conditionné, bon, le terme, j'aime pas du tout le terme conditionné, mais j'ai baigné, j'ai été enveloppé dans une atmosphère culturelle, et je l'ai plus ou moins consciemment ou inconsciemment, j'allais dire avec préméditation, j'ai restitué ce... Vous avez déjà commis des ouvrages, c'est déjà pas mal. Hein, 5 à 6 ouvrages pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup pour le terme commis. Hein, c'est un crime. Dites-moi, vous étiez réellement, l'enfant que vous étiez, était conscient de se frotter et de rencontrer à la maison des monstres sacrés, des acteurs, des comédiens, des personnalités politiquement incorrectes? C'est-à-dire, bon, il n'était pas... Bon, peut-être pas... Les Siakham, les Katab Yassine dans les années 70-80 n'étaient quand même pas... Siakham, je ne l'ai pas connu grâce à mon père. Je l'ai connu parce que j'ai eu deux carrières de vie. C'est-à-dire ma prime enfance et après,
toutes ces personnalités, la majorité des personnalités que j'ai présentées, je les ai connues en tant que journaliste culturel. Ouais. Déjà, la culturelle était un espace, c'était un vivier culturel, la culturelle d'Algérie Actualité. Et avec Taha Djaout, avec Abdelkarim Djaad, avec Metref, avec tant d'autres de la culturelle d'actualité. Et par la suite, toutes les personnes, presque sans exception, à part l'Ankar que j'ai connu grâce à mon père et qui est aussi dans La piste, dans ma piste aux aux étoiles, les autres, je les ai connus pendant ma carrière de critique culturelle. Voilà. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, après la disparition des plus grandes plumes, la disparition et le départ des plus grandes plumes, vous êtes l'un des derniers de Mohicans, témoin aujourd'hui de l'histoire du journalisme algérien, de l'indépendance à aujourd'hui? Eh ben, premièrement, je doute que je sois seul. Non, Et- l'un des derniers. j'ai bien Oui, dit l'un des et derniers. puis c'est la dynamique normale là, de toute une génération remplace l'autre et la nôtre. Je fais d'ailleurs j'aime pas du tout ce qui glorifie le passé. Vous n'êtes pas passéiste du tout. Je suis pas ni nostalgique. Hein. Je suis pas du genre à SFR à la Mamada, je le suis pas du tout. Et d'ailleurs, pour rester dans le monde de la presse, je tiens à répéter que c'est à appréhender de manière différente. D'ailleurs, nous, quand on qualifiait l'excellence d'un journaliste, on disait une plume. Ouais. Et effectivement, on écrivait très très bien. Et maintenant, c'est un autre journaliste. De toute façon, c'est un autre monde avec un autre fleuve d'informations qui arrive par jour et par heure et par seconde, qui est Internet. Donc, c'est une façon d'approcher notre métier de façon totalement différente. Donc, je ne crois pas du tout à ceux qui disent avant nous étions meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu entre les mains l'ouvrage d'un des pères fondateurs de la littérature bande dessinée algérienne, c'est notre Slim National, qui sera bientôt ici au Café de la Troie, qui disait dans un de ses derniers, moi c'était le titre, hein, avant c'était mieux. Oui, c'est-à-dire il s'amuse bien sûr. Oui. Slim, je le connais bien, c'est un ami. Avant c'était mieux ou pas? Dites-moi franchement. C'est-à-dire Najib Stambouli. il faut bien sûr se garder d'appréhender le passé avec les instruments d'analyse et d'approche de maintenant. Oui. Et quand on parle du passé, il faut le restituer avec son environnement culturel, économique, social de l'époque. C'est ça qui est le plus difficile. C'est pour ça que la formule avancée, c'était mieux. C'est-à-dire, bon, disons, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Ouais. On peut dire c'était mieux par certains aspects et c'était pire, si ce n'est plus que pire, ça se dit pas, mais plus que pire par certains autres. Dites-moi, plus de presque 40 ans de carrière dans le monde du journalisme, plusieurs quotidiens, je ne sais combien d'ouvrages bien sûr que nous feuilleterons tout au long de l'émission aujourd'hui du Café de la Troie, je le rappelle tous les jeudis entre 14 et 16 heures. Que vous a appris le journalisme? L'humilité, je crois, c'est-à-dire on côtoie d'abord des événements nationaux et internationaux, on côtoie des personnalités, on côtoie dans notre propre milieu des plumes, des gens de valeur et c'est-à-dire ça nous apprend à rabaisser notre caquet, notre prétention, à la réduire, à la réviser à la baisse au profit de... L'ego disparaît à un moment donné, Najib Stambouli, pour laisser place aux jeunes plumes, pour laisser place donc justement à cette nouvelle génération à qui vous rendez souvent hommage. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de pulsion de la vie. C'est-à-dire une génération remplace l'autre. On a beau essayer de l'empêcher, la force du remplacement, je ne vois pas Rien ne dure. d'autre terme. Ah Rien oui, ne dure, ainsi va la absolument. vie. Tout Donc, doit disparaître un jour. oui, Tout. c'est-à-dire il ne disparaît pas, il se renouvelle. Voilà, Ouais. ça se renouvelle, tout se renouvelle. Alors, Najib Stambouli, il a été notamment rédacteur en chef de Parcours Maghrébin, rédacteur en chef adjoint d'Algérie Actualité. Il a écrit je ne sais combien d'ouvrages.
50 ans de bande dessinée algérienne et l'aventure continue, les couffins de l'équinoxe, mais également un autre ouvrage, à savoir Traverse d'Alger. C'est un journaliste, Amziane Farhani, qui nous a quittés il y a à peu près une dizaine de jours. Vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes lus, vous avez partagé, ou du moins vous avez eu un regard sur le parcours des romanciers que vous êtes l'un sur l'autre, ou pas du tout? C'est-à-dire, Mziane Farhani, c'est un ami. On a fait plus que nous rencontrer pendant 10 années. Je dis bien 10 années, on a travaillé ensemble. Ouais, vous faites partie de la même génération. Plus que la génération, on était dans la même équipe d'Algérie Actualité. Et c'était une équipe réelle, c'est-à-dire ce n'était, j'allais dire pas comme maintenant, une équipe. On déjeunait ensemble, on allait au café, pas seulement au café ensemble. C'est un parcours de vie. Hein. Et oui, bien sûr. Et je dis souvent que c'était là, je peux parler du passé, c'est-à-dire l'une des premières questions qu'on se posait entre collègues quand on ne se voit pas au bout d'une semaine. Alors, qu'est-ce que tu es en train de lire maintenant? Donc, c'est-à-dire ça, effectivement, c'était une autre ambiance culturelle. Et pour Amziane Farhani, c'est un journaliste au sens premier du terme, c'était un homme d'information. Un personnage. C'était un homme habité par la culture, par l'art, et c'était au niveau de la plume. Il était porteur d'une verve sans pareil. Il avait un style très très vivant. Je me souviens d'un de ces lieux-dits où ça commence par Tadma drôle, etc. C'est quelqu'un qui a introduit des formules populaires, mais qu'il crée. C'est un inventeur d'adage à la limite. En plus, il était pétri de valeurs humaines incomparable. Et son implication dans la vie culturelle, artistique, a fait qu'il avait un réseau d'amitié. Il était très très lié avec toute la classe, c'est pas le terme, oui. Avec les artistes et les intellectuels algérien. Il avait d'excellentes relations un peu avec tout le monde. Vous ne pouvez pas en être autrement. C'est un grand humaniste. Oui, c'est une qui rend hommage encore une fois aujourd'hui. C'est une grosse perte. Ouais. Exactement. Il a aussi dirigé l'art et lettres, les pages culturelles hebdomadaires du journal, bien sûr, l'Ouatan. Il me parlait quelques jours seulement avant sa disparition de la façon cavalière dont il a été mis de côté donc justement par la presse. Ça n'est pas votre cas. Vous continuez aujourd'hui, ou est-ce que la littérature vous a réellement éloigné du journalisme, Najib Stambouli? Non, je suis toujours dans le journalisme. Je suis d'ailleurs directeur de publication du quotidien Le Jour d'Algérie. Je me plais toujours dans cette ambiance. La retraite, vous n'en connaissez pas le sens. Je suis ce qu'on appelle un retraité actif, très actif. Je partage mon temps en m'investissant dans la confection du journal et aussi sous ma casquette d'homme de lettres à écrire des romans. J'ai comme l'impression qu'il y a une forme de résonance entre votre ouvrage, Ma piste aux étoiles, mais également pour revenir éclore sur le sujet de Amziane Farhani, Traverse d'Alger, ces nouvelles parues aux éditions Chihab. Tous deux, dans chacun de ces ouvrages dont je viens de parler, eh bien vous vous laissez aller, c'est l'écrit de toutes les intimités, j'allais pratiquement dire. Vous vous livrez, vous vous délivrez, et puis après vous êtes allé un peu plus loin pour nous faire découvrir vos univers littéraires. Oui, parce que ce genre d'écrit, comme Ma piste aux étoiles et Traverse d'Alger, pour Mziane Lahmou, c'est-à-dire nous, on est ligoté, on est cadenassé en tant que journaliste. D'ailleurs, le terme jeu nous est interdit, on ne parle pas de soi. Le jeu est haïssable. Ah oui, il est haïssable depuis Pascal, et surtout dans la presse. Et puis ce genre d'ouvrage nous permet de donner libre cours un peu à nos penchants personnels, à nos sentiments, à la dimension subjective qui est en nous et que nous sommes obligés de cadenasser, de verrouiller en écrivant des articles purement journalistiques. Le jeu, c'est l'autre.
Je suis Najib, heureux. sans psychanalyse aucune. Hein. On parlait justement de médecine, de médical. Et bien justement, nous sommes avec Abdallah Hagoun. Bonjour. Bonjour. Alors, dois-je rappeler que vous êtes médecin, réalisateur, auteur de l'ouvrage Blouse blanche, zone grise, décennie noire, paru aux éditions Coucou. Et rappelez également à nos auditeurs votre Women Show, hein, qu'on a malheureusement raté à plusieurs reprises. Chacun son ordonnance. Si nous revenions sur les circonstances de votre toute première rencontre avec Najib Stambouli. C'était en quel 1900 ça? En fait, non, mais c'est là la première rencontre vraiment concrète, c'est aujourd'hui, parce que Oui. Najib était plutôt ami avec mon frère Chérif, Qu'il repose en paix. qui le repose en paix. Ils se connaissent depuis 1981 ou 82, je crois, voilà. Et après, ils se sont perdus de vue parce que mon frère Chérif a dû partir en France et il est revenu en 2006. Voilà. Et- Il n'a jamais arrêté d'écrire. L'Algérie a toujours été en lui et chez lui une source d'inspiration sans fond. Jamais, Oui. malgré la décennie noire sur laquelle vous êtes revenu dans votre ouvrage. Oui, même le film de mon frère Chérif, le film L'Héroïne, c'est moi qui ai écrit l'histoire en fait, parce que c'est adapté d'une histoire vraie qui s'est passée à Bougara en 96, oui, quand il y a eu le début des massacres dans la wilaya de Blida, donc les tueries collectives. Il y a encore une fois une charge émotionnelle dans votre voix et dans votre discours quand vous revenez et vous revisitez ce passé traumatisant de l'Algérie des années 90. Ça restera toujours gravé en moi parce que d'ailleurs j'ai développé un psoriasis au niveau de la tempe gauche parce que j'ai eu tellement de canons de pistolets, de kalachnikov et même d'Uzi pointés sur moi. Donc Vous le racontez dans cet ouvrage. Hein, j'ai la première, développé ce psoriasis. Oui. Et voilà. Et la jeunesse, vous en parlez également, cette jeunesse que vous avez vue grandir, qui Tout vous à a fait. accompagné, qui à un moment donné a sombré dans la folie des hommes. Tout à fait, ouais. Et j'ai essayé de raconter. Je me souviens même plus de ce que j'ai raconté dans ce livre parce que c'est vraiment. Moi, et ça, c'est moi, je vrai. m'en rappelle, c'est également ça Mais le rôle je- de l'animateur. Hein. Je n'ai pas lu ce livre que j'ai écrit fin décembre 99. Je ne l'ai jamais lu. C'est une écriture qui s'est imposée à vous pour justement restituer la mémoire traumatisée, la mémoire d'une violence terrible que nous avons traversée, Abdallah Hagoun. C'était en fait. Je suis quelqu'un très honnête. Je ne sais pas mentir. Donc, voilà. Je ne me Notre sens plus pas. grand bonheur. Alors. Je ne me sens pas du tout écrivain, comme déjà dans ma tête, ça fait 45 ans depuis que je suis médecin. Je ne suis pas médecin dans ma tête non plus. J'exerce, j'essaie de faire de mon mieux. Mais vous avez exercé, permettez-moi de vous interrompre, vous avez exercé dans un espace quand même assez risqué pendant cette Algérie des années 90 Bah. et vous n'avez jamais voulu quitter Je et n'ai- fermer votre cabinet, tout au contraire. Non, je n'ai C'est pas un, fermé. c'est un acte de résistance terrible et nous voulions par la même occasion aujourd'hui vous rendre hommage, docteur. Merci. Pour une fois, on rend hommage aux vivants chez nous parce qu'on rend toujours hommage à titre posthume. Et je voulais raconter donc ça, c'est ça va être bref. Donc j'avais écrit, je devais aller à San Francisco, de Paris à San Francisco. J'ai raté mon avion et j'ai commencé à écrire donc dans la salle d'attente et j'ai continué à écrire dans l'avion. Donc ça a été écrit en aller-retour Paris-San Francisco, San Francisco-Paris. Et cet ouvrage a été abandonné laissé dans un tiroir chez mon plus vieil ami à Bruxelles. Et son fils a récupéré donc le cahier où j'avais écrit, parce qu'il écrit Sur un cahier d'écolier. sur un cahier d'écolier. Ouais, tout à fait. Il a transcrit ça, il m'a ramené une disquette, à l'époque c'était des disquettes, il m'a fait 3 petits ouvrages comme ça, qui ont disparu, je ne sais pas où ils sont, et tout est resté comme ça. Et en 2019, j'ai eu la chance de rencontrer Karim Al-Azali, qui a écrit le livre Le trauma colonial. Elle a insisté pour que je le publie, qu'il soit édité. Moi, je lui ai dit, c'est pas un livre, ça.
il n'est pas fini pour moi. C'est même pas un livre puisqu'il n'est pas écrit. J'ai écrit ça C'est sans l'écriture des témoignages. c'est sans relire et tout. Et c'est Nils Anderson Nils Anderson qui est l'éditeur de Mohamed Boudia, Tout à fait. qui a 91 ans maintenant et qui est venu à ma dédicace à Paris et qui m'a fait l'honneur de venir parce que c'était un grand monsieur. Et donc il m'a écrit, il m'a envoyé un mail en me disant ça, on ne sort pas indemne à la lecture de ce livre. Et pourtant, c'est un ouvrage que vous n'avez jamais voulu relire. Non. Abdallah Hagoun, pour quelle raison? Ça fait quelques années depuis que je ne fais plus de cauchemars. J'ai pas envie d'en refaire maintenant. Ouais. Voilà. On parlait d'écriture du témoignage. Il y a comme une forme de résonance, d'écho, voire même de dialogue invisible entre vos écrits et ceux de Najib Stambouli, l'écriture du témoignage. Lui, tel un chirurgien, il dissèque la société algérienne et nous la livre. Et vous, dans votre ouvrage, donc Blouse blanche, zone grise, décennie noire, c'est également cela. Moi, je pense que j'ai une écriture très naïve. Il n'y a pas de. L'écriture du témoignage, Oui, c'est la lutte l'écriture, contre. Vous êtes voilà. les auteurs de la trace, et l'un et l'autre. Alors, donc justement, est-ce que vous l'avez lu et quel est cet ouvrage qui vous a le plus parlé de Najib Stambouli, bien de sûr. Najib. Oui. Je n'ai lu aucun livre Aucun de Najib. C'est vrai que je n'ai pas le temps de lire. Ouais. Vous avez le temps de faire des ordonnances. Non, qui- d'écrire aussi. Attendez, pourquoi je vous parle d'ordonnance? Parce qu'on va revenir sur votre one-man show, chacun son ordonnance, Oui, qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années de tout à cela. fait. Voilà, où est réellement la part comment dire, du créateur, de l'humoriste et du médecin dans ce one-man show pour celles qui l'auraient peut-être pas raté, pardon. En fait, c'était un challenge que m'avait lancé mon frère Chérif et Belkacem Hadjadj. Ouais. Parce que comme je rigole souvent et tout, on m'a dit mais pourquoi tu ne monterais pas sur scène? Tu as un don de comédien et De raconter. tu sais raconter les choses, C'est vrai. monte sur scène. Je disais arrêtez et puis ils m'ont dit tu n'as pas donc le courage de le faire. J'ai dit c'est pas une question de courage, si je suis resté à Bougara, ce n'est pas le courage qui me manque. Ils m'ont dit allez, on va te réserver une salle pour les répétitions. Donc on m'a réservé la salle France Fanon pour les répétitions. Ariad El Fathi, c'est Alger. Oui, j'ai reporté jusqu'au 15 septembre 2006 où je ne pouvais plus me dérober et j'ai commencé à répéter avec mon frère Chérif. Et on a commencé à répéter le 15 septembre où j'ai tourné en rond sur la scène. Je ne savais pas quoi raconter parce que moi, je suis dans l'écriture plutôt orale, une écriture orale. Ouais. Et on a fait la générale le 30 octobre, un mois et demi après, et je n'avais pas fait de répétition et tout. J'avais beaucoup improvisé, et vous étiez là d'ailleurs. Exactement ça. Et vous savez qui m'a, entre parenthèses, incité à venir? C'est une femme à qui j'aimerais également aujourd'hui rendre hommage. Pendant de longues années, nous avons travaillé ensemble. C'est Anissa Battel. Ah oui, bien Exactement ça. Et elle m'a Oui, dit, il la faudrait, salue. Karim, pour oublier un peu ton stress, viens, on va rigoler un coup. Et je suis donc justement venu sûr. Et voir où la salle, chacun son ordonnance. la salle Mougar était pleine, Exactement. archi pleine. Moi, je m'attendais à avoir 20 personnes, et puis là, j'ai eu au bout de 10 minutes. Donc, quand j'ai vu, moi, je pensais réellement qu'il allait y avoir j'étais inconnu. Que des amis. D'ailleurs, Alors il là, n'y c'était le avait contraire. même pas mon nom sur l'affiche. Il y avait juste le nom de mon frère, mise en scène, et mon neveu, musique. Il n'y avait aucune trace de mon nom. Vous vous rappelez d'un passage de ce One Man Show pour nos auditeurs aujourd'hui, Bah oui, Abdallah Hagoun? celui qui m'a. C'était assez osé parce que pour l'époque. Et je crois que c'est ça qui a plu parce que je sais qu'à la sortie de ce One Man Show, Sonia est venue, elle a sauté dans mes bras, elle me disait Abdallah, tu t'es permis ce que nous aurions aimé nous permettre. Vous avez Tu as crié osé. tout ce que beaucoup pensaient tout bas. Voilà, parce que Voilà. j'ai parlé de la politique, j'ai parlé du FLN, j'ai parlé de tous les partis, j'ai parlé de beaucoup de ministres qui sont en prison actuellement, dont le ministre de la Justice de l'époque. Je ne sais pas si je peux me permettre de parler de ça. Attendez, mais vous avez également parlé de vos patients. Oui, bien sûr. Oui. Vous n'avez pas comment dire, l'impression de trahir ce que l'on appelle le serment d'Hippocrate? Non, au contraire, je leur ai redonné Rendu hommage. rendu hommage. Et moi, c'est ça justement au cabinet, c'est que beaucoup de mes patients me font rire
et je rigole avec eux. Je leur parle simplement, comme si je parlais à des potes dans la rue. Je Ouais. suis jamais sérieux au cabinet, je plaisante. Quand quelqu'un qui va me dire je vais mourir, je lui dis bien sûr tu vas mourir. Un jour. Je ne sais pas, mais bah, non. Ouais. Quelqu'un qui me dit j'ai le froid, je lui dis moi aussi j'ai le froid, j'ai le cœur, j'ai l'estomac, j'ai ça, on a tout ça. L'écriture Voilà. vous a permis aujourd'hui de transcender la douleur, de transcender certains traumatismes dont vous témoignez dans cet ouvrage, docteur Oui, Abdallah beaucoup. Hagoun. Oui, ça m'a permis de transcender, d'exorciser tout ça. Une Et, véritable thérapie. voilà. Et donc, quand je dis effectivement que je n'ai pas le temps d'écrire, de lire, c'est que j'ai écrit donc 2 scénarios courts-métrages, dont un que j'ai réalisé déjà, qui s'appelle Sotra, qui a eu le Exactement. prix du public au festival 2019, au festival donc, du cinéma d'Alger. Et j'ai écrit donc d'autres scénarios. J'ai écrit 1, 2, 3, Il y a- 3 il y a- longs métrages. il y a, je ne sais pas, dans votre filmographie de court-métrage, une certaine influence, si vous me permettez l'expression, d'un grand monsieur également qui nous a quittés, acteur, comédien, poète, chanteur également. C'est Jamal Alam. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de son Oui, court-métrage, bien sûr. Banc public. Bon public, mais bien sûr, Jamal, je le connais. Exactement ça, et, C'était je bien, vous- ouais, c'était un ami en plus. Qu'est-ce qui vous a réellement donné envie aujourd'hui de pousser les portes du Café de la Troie et d'être présent à cette émission entièrement consacrée à Najib Stambouli? Parce que Najib m'a appelé au téléphone et que j'ai dit je viens, voilà, c'est tout. Et je suis pas allé au travail aujourd'hui pour venir. On s'excuse auprès de vos patients. Ce n'est pas grave, ils viendront. D'ailleurs, je leur dis, vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin. D'ailleurs, je vais annoncer ça à la population. Dites toujours. Il y a actuellement des grippes, il y a un Covid et il y a un syndrome respiratoire qui existe surtout chez les enfants. Bah, merci, Ce sont- merci de nous apprendre Non, toutes non, non, ces mais bonnes attends, nouvelles. non, hein. non, je vais rassurer la population justement. Ce sont des virus. Vous n'avez pas besoin de prendre des antibiotiques. Vous n'avez besoin que de paracétamol contre la fièvre et des tisanes avec du thym, de l'armoise chère et des clous de girofle. Et mangez beaucoup d'oranges Ah. et ça ira très bien. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les médecins. Et de Restez débourser chez vous. Et de débourser 1200 voilà. dinars. Et de prendre des antibiotiques qui ne servent à rien. Voilà. Franchement, la pandémie du coronavirus, du moins J'y il y, a étais deux, aussi. il y a 2 ans, vous avez été bien sûr en première ligne, les J'étais les en médecins. première ligne, ouais. C'est du passé pour nous aujourd'hui. Ça ne risque pas de revenir avec autant de D'acuité. voilà, d'acuité, de danger. Ouais. L'épicentre de la pandémie, c'était Blida, ici en Algérie. Ouais. Et Bougara, c'était l'épicentre de Blida. D'ailleurs, dans les hôpitaux donc, qui sont autour de Bougara, on me disait, mais vous les recrutez où ces patients, docteur? Parce que j'étais le plus grand fourvoyeur de malades graves, parce qu'ils m'arrivaient dans des états graves. Et c'est vrai que c'était très très intense. Il m'est arrivé de voir plus de 70 malades atteints du Covid dans la journée. Et vous faisiez même des vidéos sur vos pages. Oui, hein, parce pour, qu'à un moment, c'est vrai informer que la population pendant informer, ouais, une voilà, période dire ce extrêmement qu'il faut pas difficile. prendre, hein. Comme les corticoïdes, je vois encore beaucoup de médecins utiliser des corticoïdes maintenant pour une grippe, ce qui est complètement contre-indiqué, qui peut amener à des cas graves justement. Des gens qui font de l'automédication, qui prennent des antibiotiques et des corticoïdes alors que c'est très 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 dangereux. Voilà, donc, mais là, franchement, on a le Covid actuellement, ce sont des cas bénins qu'on reçoit. Ouais. Vraiment très bénin. Je pense que les cas qui sont graves, ce sont les gens qui prennent des corticoïdes la première semaine, ce qui est complètement contre-indiqué. Et voilà, j'ai récupéré ma journée de travail, j'ai fait de l'information pour Et c'est offert sanitaire. par le Café de la Troie. Voilà. Voilà, tous les jeudis de 14 à, je le Voilà. rappelle, à 16h, 2 heures durant, nous vous rencontrons au quotidien, bien sûr, une Ouais. fois par semaine du mois, tous ceux qui font bouger les lignes. Des ouvrages, nous allons bien sûr vous en offrir aujourd'hui, bien avant la fin de l'émission. Le mauvais génie, le comédien, mais également la gifle qui revient principalement sur les violences faites aux femmes. Un sujet d'acuité, d'actualité, hein, sur lequel nous
reviendront. Eh bien, cette fois-ci, c'est à une exposition que nous vous invitons, celle de Mustapha Boussetta. Ça se passe au Palais de la Culture. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois. Vous me disiez pour le débat d'aujourd'hui, j'aimerais bien que vous me libériez à 15 h parce que j'ai également de grands curieux qui viendront certainement pousser les portes du Palais de la Culture. Alors, vous êtes en dialogue entre la peinture et la sculpture. Des sculptures gigantesques, on a réellement l'impression d'aller visiter ou du moins de feuilleter un livre de la préhistoire. Vous êtes réellement dans un gigantisme terrible. Qu'est-ce qui a réellement provoqué cela, Mustapha Boussetta? C'est pas peut-être mon ego. Nous en parlions en début d'émission. Oui, justement. non, parce que c'est finalement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est une espèce de challenge. Et puis parfois tu te retrouves, c'est un peu comme en peinture, parfois tu es entraîné par l'élan ou par la pièce que tu as entre les mains. Et voilà, ça te mène, tu ne sais pas exactement où ça te mène, mais en fin de compte, tu te retrouves avec un truc qui te dépasse, mais que tu mates, que tu maîtrises au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois d'efforts. Voilà, c'est surtout le challenge. C'est surtout le challenge. Vous avez bien sûr relevé, je ne dirais pas une contradiction, mais il y a entre la peinture et la sculpture une forme de dualité. Dans la peinture, vous êtes dans une forme de fragilité, et dans la sculpture, c'est très physique. On a l'impression que nous sommes face à deux personnalités diamétralement opposées. Oui, tout à fait, parce que la peinture, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de très très compliqué, la peinture. La peinture, tu ne maîtrises rien. La sculpture, tu maîtrises, tu n'as pas trop de problèmes, je veux dire, tu lui tournes autour. C'est physique, par contre, la peinture, viril, elle te fait tourner en bourrique. Ouais. Ouais, non, c'est différent. Ouais, non. Ça, تبلك. Ouais. Les couleurs, J'ai- pas seulement. Non, pas Najib seulement. Stambouli en pas dialogue avec seulement, Mustapha parce que Boussetta. tu as l'impression, tu as travaillé toute la nuit. Tu es satisfait, وكلش طلعت ترقد تنوض الصباح تقول واش درت هذا c'est une catastrophe. Tu vois. Et il suffit d'un rien. Et les couleurs qui au séchage par exemple, il y a des choses des couleurs qui vont virer ou là et c'est pas ce que tu veux. Parfois c'est parfait. Ou تزيد كما يقولوا le mieux c'est l'ennemi du bien. تحب تردها مليحة تهلكها تروح كامل. Et donc voilà, la peinture c'est très très compliqué. La peinture c'est de la folie. Mon ami Mqarani Allah yarhamou Wahab, Blato, il a fini par ouais. Et donc J'ai très bien connu, c'était un ami. ouais, bismillah, haïl. Et donc Il était souvent en dialogue avec Mohamed Essikham et Katab Yassine. Oui, absolument. tout à fait. C'est un être à part, Wahab Mokrani. C'est une personnalité déchirée, Tout à fait. tiraillée. Un écorché vif. Absolument. Ah ouais, à ce propos, il y a une journaliste en France quand il était à Paris, squat avec, je sais pas. Quand je vois la peinture de Mokrani, je ne sais pas si c'est Mokrani qui déchire le papier ou si c'est le papier qui déchire Mokrani. C'est pour dire, c'est pas rien du tout. Il y a une forme de dualité, ou j'allais pratiquement dire de schizophrénie entre vos univers plastiques et l'univers sculptural en ce qui vous concerne. Il y a également une forme de dénonciation. Est-ce que je me trompe ou pas? Vous allez tout de suite nous le dire pas du tout. en direct à 14h45 quand vous nous parlez de favela. Dziria, quand vous nous parlez entre autres du bateau ivre, pour revenir à quelques-unes de vos sculptures, il y a également le cobra, le cheval Crazy Horse, sans oublier bien sûr l'hommage que vous avez rendu à votre ami de toujours, à savoir bien sûr Kamel Yahyaoui à travers la plume, sans oublier ce qui se passe en ce moment terrible en Palestine, à travers entre autres une autre sculpture, c'est Palestine Shuhada. Ah ouais, tu peux pas ne pas être touché. On est déchiré presque. Ouais, quand je dis déchiré, c'est On n'a pas dire déchiqueté. tu es déchiqueté, lapidé, ouais, tu es déchiqueté autant qu'un Palestinien. Bon, et puis, moi je suis là, je suis lâche. Je peux pas regarder certaines images. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais sur mon téléphone et puis j'ai vu des mioches. C'est terrible, tu peux pas mettre terre, c'est impossible. Et bon, tu te tailles,
tu zappes et tu vas ailleurs, quoi. Et même dans... Je suis aussi lâche que toi. Ouais, non, non, bien sûr. on est Abdallah pas- Hagoul on est Lagoun. pas- C'est-à-dire que tu peux rien faire. Alors bon, tu zappes tout ce que. J'ai un ami médecin, Farid Chahine, qui était un Algérien, il est à moitié algérien, qui a fait l'Angleterre, bon. Et à chaque fois qu'il intervient, là, ça fait 15 jours, je suis inquiet. Parce que de temps en temps, il dit que je suis là, je suis encore vivant. C'est un médecin. Rien à la fac d'Alger. Et donc, c'est pour te dire que j'ai connu son père, j'ai connu sa mère. On est près de ces gens-là. C'est des proches, si tu veux. Et sans ça, tu ne peux pas ne pas être touché par la Palestine et tu ne peux pas ne pas être touché également par la Casbah d'Alger quand il t'arrive d'aller faire un tour. Donc j'ai fait un C'est un cri petit de jeu de mots désespoir. pas très intelligent, Ouais. ou rigolo. سميتها favela Zeria par rapport au Sder اللي كاين في البرازيل هذوك les favelas. Ouais. Voilà, quant au Cobra. Vous savez, quand vous le voyez là, vous avez réellement l'impression qu'il est dans une forme de je m'en foutisme, si vous me permettez l'expression, mais il est très habité par la poésie, jusqu'à nous proposer un tableau qui a pour titre Qari'atul Fingal. Comment? Je disais, la poésie vous habite, jusqu'à l'une de vos œuvres que vous avez appelée Qari'atul Fingal. Ah oui, oui, bien Un sûr. hommage bien sûr à Ouais, ouais, bien sûr, Al-Andalib bien sûr. Al-Asmar Oui, non, Halim. bien sûr. Abdelhalim Oui, parce Hafiz. que l'histoire, elle est tellement dramatique que ça t'interpelle, si tu veux. Et puis, les titres, quand tu ne le sens pas, tu ne le mets pas. Donc, le titre, il s'impose à toi pendant que tu travailles, tu vois. Et tu notes. Parfois, tu oublies. Mais en général, les titres, c'est pas du pipeau, hein. C'est ce que j'ai ressenti Qui a dit le contraire, au Moustapha moment Boussa. où كنت نخدم. Quel est votre rapport avec le monde marin, le monde du silence et les poissons انا زايد في باب الواد في لا روت ديجون قبل ارمينة العواد. Oui. Et donc, bon, le rocher carré et tout ça, les gens connaissent. Donc, كنا نلعبوا في البحر. كنا نعوموا, كنا نروحوا نحيو les arapedes. Ouais. Comment manger sur le rocher, tu vois, tu les bouffes en direct. Et le bahar, اللي ما يحبش البحر يسمى شغل Padovani. باطوفاني شويه الفوق رميت العواد رميت العواد بون كاين روشي كاري كاين لي دان كاين دو شامبو كاين La mer et le monde marin a une place très importante dans cette exposition au Palais de la Culture. Vous avez la coquille vide, comme vous dites, la lotte, mais vous avez entre autres, je le rappelle encore une fois, les fossiles, toutes ces arêtes qui vous ont marqué. Ah ouais, mais Moustapha Boussa. ça, tu sais, comme mon ami Abdallah, j'ai eu l'occasion d'aller en Californie et donc j'ai été à... C'était en cas 1900 ça. Rapprochez Rapprochez-vous. les مرعب قادر à peu près, parce qu'on est vieux nous. Donc ouais, quand j'étais steward, bien sûr, sinon j'ai pas les moyens. Ouais. Et donc j'avais été à Disneyland. Et tu sais, quand tu vas à Disneyland, tu prends des tickets à Agda et il y a des jeux. Et puis je suis monté dans une espèce de, comment qu'on peut appeler ça, un wagon, voilà, un wagon qui te mène dans l'espace. Et tu vois le Tassa, là-bas, et tu as même la trouille des fois. Et dans cet espace, je me souviens plus exactement, parce qu'il y a plusieurs trucs par lesquels tu passes. Et je suis passé par un endroit où il y avait des trucs fabuleux, tu vois. On continue toujours à rêver, être un enfant. Et donc, c'est un peu les jouets que j'ai pas eu quand j'étais petit, parce que mon père, comme la plupart de nos parents, il n'avait pas moyen de me les payer. Et voilà, donc tu te fais plaisir, tu cherches à, sais pas, à remonter le temps, parce que quand tu fais un truc. Mais là, vous comme nous ça, entraînez vers la préhistoire, pratiquement, à travers ces. beaucoup plus loin que ça, Ouais. c'est en quarantaine de millions d'années et 400 millions d'années. J'ai fait un oiseau, il est là sur le truc, je l'ai fait. Moustapha Ndjaï, pourquoi tu fais pas une tête d'oiseau? Parce que j'en avais fait plusieurs avec Dak. Et puis de fil en aiguille, tu as entraîné la forme que Ouais. j'avais. Elle m'a mené vers un oiseau qui fait 3 mètres de hauteur et un peu plus.
Et donc, c'est un oiseau fabuleux, c'est un oiseau tueur. Mais moi, je l'ai fait comme ça, sans le savoir. Ah bon? Moi j'ai des doutes. Hein. Et quand j'ai partagé sur Facebook, ton oiseau, il a déjà existé il y a 60 millions d'années. Ouais. 60 millions. Vous savez, si on vous a entre autres invité avec Nedjib Stambouli, ça n'est pas non plus un hasard. Lui, dans son ouvrage, Ma piste aux étoiles, paru aux éditions Casbah il y a quelques années de cela, nous parlait du cardinal, même si c'est un terme qui déplaît aux spécialistes. Il parlait de Hajj Mohamed Lanqa et puis vous le citez, ou du moins vous avez réalisé une sculpture Bien et sûr. vous l'avez nommé Lanqa le Phénix. Bien sûr, voici. bien sûr. Et donc, je t'aime dire que c'est peut-être. لا لا غير لنا، y a pas de Non, problème. non, c'est peut-être une part de chauvinisme. مي العنقه كي تزيد في الجزائر لازم بسيف عليك تحب العنقه وتحب الحاج مريزق وتحب الحاج منور وتحب قروابي وشويه شاع يمكن اجل الله يرحمه وعلي ماروكان فهمت. Vous avez parlé de Ali Maroc, c'est également un grand Ouais, photographe, Allah hein. يذكره بالخير Un homme de photographe. cinéma également. Hein. Mais il a été Il n'était pas loin de Bab el Oued également. il a été brocanteur à la Casbah. Exactement. Il a ça. repris J'aimerais bien lui la rendre hommage. boutique تاع واسمو يا رب العالمين ما عليناش pour aller vite. Moi j'aimerais bien vous poser une question parce que vous êtes avec nous jusqu'à 15h, donc on va profiter jusqu'au bout de votre présence et de revenir sur cette exposition qui elle se déroule au Palais de la Culture Moufdi Zakaria jusqu'à la fin de ce mois. Jusqu'au 26. Jusqu'au 26, bah, la fin du mois. Non, Mustapha. non, les gens ils restent. J'ai pas envie qu'ils la ratent. D'accord. Sérieusement, parce que à la base j'ai mis toute ma force là-dedans, mes économies aussi. D'accord. Et donc j'aimerais que mes amis Viennent et puissent- achètent également. Non, ils peuvent pas. Peut-être les institutions. Justement, Nos institutions. pardon, je vais Ah, intervenir parce que la Goune. là, ça c'est vrai. J'ai parlé tout à l'heure des hommages posthumes qui ne servent absolument à rien. L'artiste a besoin qu'on lui rende hommage de son vivant. Tout à fait. Les œuvres de Mustapha sont merveilleuses, fabuleuses. Moi, je les ai vues. Vous je avez l'ai vu à suivi l'œuvre. le processus de création. J'ai vu à l'œuvre chez lui, c'est une catastrophe. Je me demande comment sa femme peut supporter tout ça. Il a un jardin qui ne ressemble pas à un jardin. Si c'est un Ça n'est pas un jardin, jardin c'est extraordinaire. un jardin de hein. ferraille. La terrasse, c'est de la ferraille. Il y a de la ferraille partout. Ouais. C'est un créateur. Mais ces œuvres-là, franchement, nos musées devraient quand même acquérir Tout à fait. quelques-unes de ces œuvres, parce que sinon elles vont disparaître. Et c'est dommage. Et c'est malheureux également C'est pour les dommage. artistes. C'est À la limite, s'ils m'en prennent quelques-unes, si je rentre dans mes billes, comme on dit, Oui, je sais que tu as les tout à autres, نعطيهم باطل. Et Que nos ministères achètent, que si ça le se fait musée, pas. que les musées Partout achètent. dans le monde, ce sont justement on je met voudrais des passer ce artistes, petit voilà. message. Si ça se fait pas à un moment, je voulais faire une performance, c'est-à-dire ramener une tronçonneuse et redécouper tout ça, en filmant bien sûr. Mais comme ما نحبش التبذير والخسارة, Action, destruction. moi quoi. je suis un type qui récupère, je jette rien. Même الخبز اليابس والماء تاع التشليل تاع المواعن نرموه حاشاكم في لي toilettes. C'est un état d'esprit, hein. Tu te mets dans, tu te crées des conditions pour être à fond dans ce truc-là. Donc à la limite, je n'aimerais pas que séparer ces trucs-là, mes sculptures. Je vais les offrir peut-être. Non, vendez-les. Non, mais je veux bien. Mais voilà, c'est un message. Moi, je suis persuadé. C'est un message. Ouais, d'accord, Mustapha. je veux. Très bien. Je veux. Sur Facebook, j'ai pas trouvé à qui m'adresser. J'ai fait une petite lettre ouverte à Madame la ministre de l'Environnement. La ferraille Hadi, je l'ai récupérée beaucoup. Enfin, une partie de cette ferraille, je l'ai récupérée puis Ouatsmar, la décharge de Ouatsmar, parce que j'y allais. Ouais. Là-bas aussi, c'est un monde fabuleux. Et bref. Et donc j'ai lancé un message en lui disant si elle pouvait m'en acquérir quelques-unes, ça serait bien, pour les mettre justement faire le nouveau parc à Ouatsmar. Après le reste, je lui offre, je lui donne tout. Même à perte, je m'en fous. Pourvu qu'elle soit rassemblés au même endroit. Et sauver de la casse. destruction, exactement. D'où la question donc, justement d'animateur, mon cher ami, que faudrait-il faire pour sauver l'arbre métallique qui donne des boutons de fièvre?
Ah bah, Et j'aimerais rendre hommage à Al-Sri Arbi qui certainement nous écoute, un autre artiste qui passe des moments difficiles, hein, qui est malade aujourd'hui. Téléphoné le البارح. Cette exposition elle a été montée en partie grâce à Jamal Larouk, Allah yarhamou youssa aleh, l'ancien directeur des Beaux-Arts qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. J'aimerais aussi rendre un hommage aux gens qui m'ont mis la pression à mort. على بالك ما كنتش راح نديرها. Alors كاين مصطفى نجاي كاين بزاف كاين طارق وعمر عليك كاين ils m'ont obligé à la faire justement par dépit parce que je me suis dit moi j'ai travaillé comme un nègre entre guillemets et finalement je suis دوهم باطل والله ما يدوهم باطل. Et puis tu reviens à de meilleurs sentiments, tu te dis mais c'est moi comment dire, C'est un patrimoine. oui, non, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Parce que quand il y a des gens qui sont venus d'ailleurs pour que je travaille avec eux, pour qu'ils prennent ces sculptures au collège, mais c'est très compliqué à sortir. Et puis le jour où tu veux les sortir, ça devient un patrimoine. Qui ou des patrimoines. Quand elles sont chez toi, ça vaut rien, c'est pas un patrimoine. Et pourtant. Si tu veux les sortir pourtant. pour les vendre ou la hadja, ça devient un patrimoine national. Et ça, c'est une aberration. Bref, donc voilà, je ne sais pas si j'ai dû oublier certainement des gens qui m'ont poussé à faire cette expo. Mais je crois que c'est une belle expo. Et c'est, les gens me l'ont dit. Ça, je le signe à blanc et je le dis en direct. Allez-y, c'est jusqu'au 26 de ce mois. Et pour revenir à ce qu'a écrit, pour vous rendre hommage à ce qu'Al-Arbi a écrit, il y a dans le travail de Boussetta tout le venin du monde contemporain concentré dans un bateau qui défie les arbres. La sève exportée ou la poudre importée, de toute manière et de toute matière, dans tout tressage, froid, la parole est toujours chaude. Mustapha Boussetta, ce burin qui écrit une pétition pour l'arche de Noé. Il faut sauver l'artiste Mustapha Boussetta et ça se passe au Palais de la Culture. Vous restez bien sûr en notre compagnie, messieurs. Dans quelques instants, c'est le rendez-vous de l'information. Puis après, nous allons savourer bien sûr, pardi, les dernières gorgées du Café de la Troie, comme tous les jeudis, de 14 à 16h. Le Café de la Troie, à Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Le deuxième Efiki School du Café de la Troie jusqu'à 16h. Alors justement, une question. Quel est d'après vous le dénominateur commun entre Egel Bouchen, Katabi Yassine, le Hajj Mohamed Lanqa, Hassan Hassani ou l'enfant terrible de la Kasbah Himoud Brahimi, dit Momo pour les intimes? Eh bien justement, c'est un espace, celui où il naquit, et surtout un livre qui les a fait dialoguer. C'est ma piste aux étoiles, paru aux éditions Kasbah de Najib Stambouli, notre invité ici au Café de la Troie pour le deuxième numéro de l'année 2024. Rebonjour Najib Stambouli. Rebonjour. Un plaisir de vous avoir ici avec nous pour cette deuxième heure à 15h bientôt 5 minutes et vous n'êtes pas venu seul. Eh bien vous êtes venu accompagné de Al-Sri Metref. Bonjour. Hassan, que dis-je? Oui, c'est vrai entre Hassan le journaliste et vous. Al-Sri, il y a toujours confusion. Alors Hassan Metref, homme de culture, organisateur de cet événement devenu, je le rappelle encore une fois, international, qui vous a échappé, c'est Racontard, le bilan aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-il pas eu lieu l'année dernière, mon cher ami? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous l'attendions de pied ferme et pourtant... Tout d'abord, il ne nous a pas totalement échappé. Il y a un aspect de Racontard qui nous a échappé, c'est le flux de visiteurs et d'artistes qui veulent participer coûte que coûte, malgré... Échappé par son succès, je disais. Voilà, le succès. Voilà, oui, un succès extraordinaire. Nous n'avons pas pu l'organiser parce qu'on est resté quand même 3 ans durant la pandémie, la Covid-19. Ce qui nous a un peu, comment dire, pas fatigué, mais l'équipe s'est un peu disloquée, éparpillée. Et cette année, apprenez-nous une bonne nouvelle. Apprenez-nous une bonne nouvelle. Voilà. Cette année, Racontard Après, on a essayé de revenir l'an dernier. Bon, mais peut-être
très mal pris parce qu'on a déposé les demandes d'autorisation un peu en retard. Comme c'est un festival international, Ouais. ça nécessite quand même... Mais j'imagine que les populations en Grande Kabylie, en Petite Kabylie ont été réellement déçues hein, par l'annulation de cette autre grande aventure Oui, profondément c'est un humaine. festival qui est très attendu. C'est maintenant que je Exactement, ouais. mesure toute l'ampleur et l'importance. de Racontar. Hein, Ouais. Parce qu'on a des retours. Quand j'étais dans l'action, moi j'organisais on organisait le festival, mais sans trop nous poser de questions. Mais là, durant ces 4 ans, on s'est rendu compte que c'est un festival qui compte dans le paysage culturel de la Kabylie, mais pas que dans le paysage culturel Et ce sont du les pays. citoyens, les Et je villageois peux vous qui dire portent, qu'il est attendu pas seulement en Kabylie, mais toutes les régions du pays. Hein. Ouais. Mais Parfois, je le disais, ce sont les villageois, les citoyens qui, eux, sont des membres actifs quant à l'organisation et surtout au soutien de cet événement international. Hein. Oui, Racontard. Oui, la formule Racontard, c'est une formule, c'est extraordinaire parce que le villageois n'est pas que acteur ou n'est pas que spectateur, il est aussi organisateur. Bien Et sûr. quand je dis organisateur, Il porte, oui, le festival est préparé avec les villageois pendant une année, c'est-à-dire on fait des réunions, ils apportent leur... Ils sont pris en charge chez l'habitant. Voilà, Exactement ça. déjà, Vous faites vivre les villageois, on vous fait faites vivre les villageois. Il a un impact économique, un impact social, un impact culturel. C'est un festival défricheur. L'impact économique, on n'en parle pas souvent malheureusement. Ben, Et pourtant- je peux et vous pourtant. assurer, là j'avance un chiffre comme ça. Peut-être l'année où on l'a organisé à Tifredoud, il y a eu au moins 5 milliards de centimes qui ont tourné dans le village, dans Et les rien que cafés, ça. dans les marchés, parce que je suis reparti après voir les restaurants, les machins. Ils ont fait des recettes qui n'ont jamais été faites. Des recettes de 6 mois, ils les font en une semaine. Par exemple, le comité de village a fait un bénéfice qui Ouais. était de 210 millions, je crois, et on a annoncé sur le page Facebook. C'est énorme comme impact économique. Et malheureusement, effectivement, on n'en parle pas. Et sinon... Et les visiteurs étaient logés chez l'habitant. Chez Ils étaient l'habitant. réellement pris en charge par Oui, l'habitant. oui, on a plus de 500 à Ito Abad. J'ai le chiffre 800 artistes logés chez l'habitant. Il faut Alors le qu'il faire, alors hein. qu'il n'y avait pas d'hôtel dans les régions. Hein. Il n'y a pas d'hôtel. L'hôtel le plus proche, c'est à Tizi Ouzou, à Voilà. El Hammam. C'est à Qui ne 1 pourra heure pas de con- route. qui ne pourra pas contenir le nombre très important. Beaucoup non de plus. gens, de visiteurs, mais même d'artistes ont été dans ces hôtels-là. Donc ils ont Tout à dû fait. à 2h du matin, 3h rentrer pour aller dans ces hôtels. Mais la plupart ont essayé de rester dans le village. Et il y a un nouveau phénomène qui s'est créé qui nous a un peu découragés justement parce que c'est devenu risqué. Il y a plein de jeunes qui viennent avec leur sac à dos, etc., leur tente, leur hamac ou machin. Dans le village, on leur dit c'est complet, il faut repartir parce que ça risque de dégénérer. Les villageois peuvent ne pas apprécier ce flux Ouais. continu de visiteurs et d'artistes. Eh bien, ils disent nous, donnez-nous juste un espace, laissez-nous juste nous exprimer. On se prend en charge, ils donnent dans les champs, ils créent des campings sauvages, etc. Et malheureusement, à Sahel, on a failli avoir un incident dans un camping un peu sauvage. Hassan Metref, mais est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui définir ce qu'est Racontard? On disait au sommaire de l'émission, cela vous a entre parenthèses échappé. Est-ce qu'on est réellement dans la littérature, dans la poésie, dans la chanson, dans l'art pictural, dans le sculptural? On est dans tout ça en même temps, mais est-ce qu'on peut réellement définir ce qu'est aujourd'hui Racontard après plusieurs années d'existence? Tout d'abord, il est inracontable, il faut le vivre. Et puis, c'est un festival, c'est un melting pot, hein, c'est-à-dire nous, on libère la parole, on libère les énergies, on Tout à libère fait. les espaces aussi, parce que Racontard, il occupe aussi... Rapprochez-vous parce qu'on vous entend pas bien. Racontard, ouais. il occupe aussi différents espaces, y compris à Ito Abad, la nuit du camp, dans un cimetière, une partie du cimetière, bien sûr, on a protégé les tombes, etc., qu'on a délimité avec des bougies, tout ça. Il occupe plein d'espace. Donc c'est un festival il est inracontable. On peut Faut pas le vivre, hein. décrire, il faut le vivre. Par contre, je peux dire les qualités de Racontard, c'est que c'est un festival très convivial, c'est un festival où... À dimension humaine. humaine, Voilà, exactement. tout à fait ça. Et parfois on dit c'est une aventure humaine. Moi, Racontard, pour moi, c'est une aventure surhumaine. Parce que surhumaine, mais vraiment, pour l'équipe d'organisation, les derniers temps, c'était une grande souffrance. C'est-à-dire, on portait un festival avec de petits moyens, un festival qui est devenu industriel. Il faut le faire et les 3 ou 4 dernières éditions, je peux dire que moi, personnellement, j'ai laissé un peu de ma santé, hein, hyper tendue, etc., quand on gère ce flux
En tout cas, ce festival vous a donné de belles couleurs. Hein. Ça, je peux. Après, bien ça, sûr, j'en témoigne. Vous le disiez à l'instant, c'est un festival, une manifestation qui a libéré les énergies créatrices. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus s'exprimer ici au Café La Trombe, mais également à d'autres magazines que j'ai eu le plaisir d'animer, c'est-à-dire à Bon Entendeur ou Train de Nuit, qui disait c'est grâce à Raconta que j'ai pu exister. Et ça, réellement, il faut le dire, le préciser et vous rendre hommage par la même occasion, Hassan Il y a plein Metraf. d'artistes maintenant qui ont percé même en Europe, etc., qui sont installés, qui ont reconnu que c'est Raconta qui les a fait découvrir leur organisation. Pour certains, ils ont commencé à raconter. Quand on voit la petite Célia ou de Mohand qui avait 8 ans, quand elle a chanté. Elle a joué le rôle de ma fille dans un film. Pour la première fois à Erin Bomas devant Etman Gillat, c'est un hommage. Moi, j'aimerais bien parler à ma réalisatrice en direct, Jawida, j'allais dire El Zekad, que dis-je, Jawida Zekadia. Il y a cette chanteuse dont vous parliez à l'instant, qui a une voix, mais d'une beauté extrême. Hein. C'est Célia Ait Mohand. On aimerait bien la retrouver dans quelques instants. Qui est également elle plurielle. Hein. Je la salue. Et je la salue parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. En tout cas, elle sera avec nous dans quelques instants. Ça, je le promets à nos auditeurs. Alors, délocalisation, localisation, justement. Où est-ce que vous allez nous entraîner pour cette nouvelle édition, Hassan Metraf? Cette année, on n'a pas encore décidé déjà de reprendre parce qu'il y a une partie de l'équipe qui veut qu'on arrête, une partie de l'équipe qui veut qu'on continue. Il y a une division aujourd'hui? Pas une division, mais... il y a trop de problèmes. Le festival ne peut pas revenir facilement. La bureaucratie n'a rien à voir dans cela. Peut-être, non, là, on va se rapprocher de la direction de la culture pour voir comment organiser tout ça, parce qu'il y a maintenant de nouveaux textes, etc., qui nous obligent à préparer les choses. De nouveaux textes ou de nouvelles lois qui pourraient aider l'organisation ou l'empêcher, Hassan Metraf. Hein. Moi, je pense que pour Racontar, il faut, je vais dire quelque chose de peut-être de prétentieux, il faut le décréter comme, je ne sais pas si ça existe, mais comme festival d'utilité publique. Voilà, c'est-à-dire lui donner ce statut et le protéger et en même temps nous donner cette liberté d'action. Parce que cette liberté d'action et le fait de travailler avec la population, c'est un festival populaire, mais populaire pas comme ça, c'est pas pompeux comme on le dit comme ça pour le faire. Il est vraiment populaire, il est porté par les populations. Donc, mais la réflexion de ce projet, il y a quelques années de cela, quand je faisais encore de la télévision, hein, je vous avais reçu en même temps qu'un grand artiste qui était bien sûr à l'école supérieure des Beaux-Arts, c'est Denis Martinez. Vous étiez qu'une dizaine à vouloir réellement monter et réfléchir à la création de ce festival, et aujourd'hui vous êtes des centaines. Oui, Martinez et Salah Silam et moi-même, nous sommes les fondateurs de ce festival. Exactement. On a démarré à Benigni en 2004. Au départ, c'était juste une histoire de présenter la performance de Denis qu'il a intitulée La Fenêtre du Vent. Et de cette Fenêtre du Vent, justement, sa voix a été entendue. Est sorti ce festival phénoménal, parce qu'il est phénoménal, Raconta. Je ne vous dirai pas le contraire. De temps en temps, avec Denis, quand on discute, il me dit tu savais qu'on allait arriver à ce truc-là? On ne savait pas ça, honnêtement. On savait qu'on allait faire de belles choses parce que lui, dans plusieurs éditions, pardon. 16 ans déjà. 16 ans, c'est énorme. Hein. J'espère que vous serez là. C'est une tranche de vie. Hein. Exactement ça. J'espère que vous serez là, peut-être face à un nouvel animateur dans 16 ans pour parler de la 30e édition. Par contre, j'annonce, en principe, cette année, il faudrait qu'on sorte un beau livre sur Racontar. Denis, justement, lui, il veut s'arrêter parce qu'il a pris de l'âge, etc. Mais il veut à tout prix qu'on sorte un livre pour cette année ou l'an prochain. Hein, mais, sur 16 ans d'édition, en fin de compte. Moi, j'ai lancé l'initiative aussi d'un livre de recueil de textes, parce qu'il y a beaucoup de textes journalistiques dans un texte de mon ami Najib Stambouli à Agousim, si nous autorise à le publier. Là, du coup, il vous le dit en direct. Hein, voilà. Oui, non, mais j'allais tous les journalistes les appeler pour leur dire est-ce que vous nous autorisez à publier dans ce recueil. Voilà, donc le titre, déjà, il vous donne une idée sur quand subjugué devient trop faible. Ah oui. Alors parlez-nous de ce texte, Najib Stambouli. Agousim. C'est un texte spontané que j'avais écrit lors du Racontar, du festival Racontar, qui m'a véritablement subjugué. J'étais avec Madame Stambouli et puis on était émerveillés. Le mot n'est pas trop fort. Hein.
raconteur, Goussim. et on l'avait publié dans la revue du festival. Revue, ce sont des papiers, des feuilles. Éparses. Oui, Ouais. puis, mais voilà, heureusement, c'est resté. Hein, c'est resté. Qu'est-ce qu'on retient de cette aventure humaine, donc justement, après 16 ans d'existence et une année d'interruption? Moi déjà, je Hassan conseille Betref. aux gens d'aller sur YouTube et voir l'interview qu'a faite Tinhinan Helwan à comment il s'appelle, Mustafa Ben Foudil. Ouais. Cette interview, c'est un morceau d'anthologie. Un petit bijou. Il explique Racontard comme Comme jamais. nous le sentions, mais on n'arrivait pas à mettre les mots. Lui, il a mis des mots sur toutes les sensations qu'on avait sur Racontard. Vraiment, chaque fois que j'ai envie d'avoir la nostalgie de Racontard, j'écoute Qu'est-ce cette que vous interview retenez et ça me redonne. Et qu'est-ce que du vous touriste. retenez de ces 16 éditions, Hassan Betref? 16 éditions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a réellement donné encore envie de continuer à y croire et à revenir aujourd'hui au Café de la Troie pour en parler? C'est incroyable, mais tout est marquant à Racontard. Toutes les 16 éditions ont été des réussites. C'est incroyable. Hein. Les 16 éditions, parce que des fois on nous demande quelle est l'édition qui a. C'est vrai qu'il y a 2 ou 3 éditions, mais ça c'est la Vox Populi, qui dit que l'édition d'Aïtouaban ou l'édition d'Agoussim, c'est là qu'il a pris le tournant. Est meilleure parce que la population a adhéré un peu plus que dans d'autres villages. C'est surtout l'adhésion de la population. Ouais. C'est-à-dire, C'est ce et qui puis vous a le plus Racontard, marqué. chaque année, il prend la couleur d'un village, c'est-à-dire c'est leur tempérament, c'est leur tradition, c'est leur façon d'être, de vivre qui donne une autre couleur à Racontard. Cette Sinon, les multiplicité activités, oui. de traditions, de croyances et Oui. Non, mais c'est même des artistes étrangers le disent. Où est-ce que vous allez on nous savait emmener pas que ça existait. Quand un artiste corse vous dit je savais pas que ces valeurs existaient encore, etc. Et pourtant, elles résistent. Hein. Elles résistent, elles existent et elles sont vivaces. Exactement Pardon, je dois Najib dire Stambouli. que Denis Martinez était pressenti pour être invité. Et malheureusement, il est en déplacement. Il est toujours en déplacement, Denis Martinez. Et sinon, il aurait été parmi nous. Hein. Ouais. Nous allons lui consacrer une émission, ça je le promets à nos auditeurs ici au Café de la Troie tous les jeudis entre 14 et 16 heures. Je le disais aux premières heures, pour ceux qui auraient peut-être raté, allez savoir la première heure du Café de la Troie. Nous sommes également en compagnie de Abdellah Hagoun. Rebonjour. Rebonjour. Alors, médecin, réalisateur, auteur de l'ouvrage Blouse blanche, zone grise et décennie noire, paru aux éditions Coucou, mais vous êtes aussi, vous avez organisé ce One Man Show en 2006, si mes souvenirs sont bons. Octobre 2006. Ah voilà, en tout cas, belle, enfin vous avez une mémoire d'éléphant, chacun son ordonnance, et puis nous allons revenir sur vos univers cinématographiques qui sont souvent en dialogue justement avec vos passions. C'est votre rapport à Belkacem Hadjadj, à Abdelkrim Lalaoui, mais également à votre frère toujours vivant à travers bien sûr ses réalisations. Et bonjour Aziz Bokrouni, je le disais au sommaire de l'émission de la première heure, acteur talentueux au long cours, 30 ans de carrière, en tout cas ça ne nous rajeunit guère, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Vous avez joué dans Héliopolis de Ja'far Gassem, Le sang des loups de Amr Sefodil, également La Ashiq, Jour de cendre, vous y étiez également, Qandil al-Bahr, un film qui a fait couler énormément d'encre l'année dernière et ça risque encore une fois de continuer, sans parler bien sûr de Hors-la-Loi. Quel est votre rapport à ce grand curieux devant l'éternel, à savoir Najib Stambouli, Aziz Bokrouni? D'abord, je le remercie pour l'invitation parce qu'il m'a fait l'honneur de m'appeler, de m'inviter. C'est un plaisir. À cette émission. Pour nous également un plaisir, non seulement de le voir à la télé, mais de l'avoir ici au Café de la Troie. Deuxième point, je pense que, je ne sais pas, est-ce que je peux dire quand est-ce que j'ai connu ou là, quand est-ce qu'on s'est connu. Donc, c'est là. Moi, Stambouli, si j'ose dire, je le connais depuis les années 80, ouais. Quand il était... je l'ai connu comme ça, on ne se connaissait pas personnellement, mais je connais Najib Stambouli en tant que critique de théâtre. Vous lisiez tout ce qu'il écrivait. Bah oui, à l'époque. Vous suiviez l'époque d'Algérie actuelle. Il faisait des articles surtout pendant les années du festival du théâtre professionnel, à sa première édition en 2000. Les gens se trompent aujourd'hui, ils disent que
Le festival du théâtre professionnel a commencé, je crois, dans les années 2000. Mais c'est faux. Sa première édition, c'était en 85, je crois. Ouais. Et c'est à partir avec Saïd Ben Salma, Allah yarhamou, et 85, 86, 87, et c'est arrêté, je crois, par rapport aux événements de 5 octobre 88. 88. Il a repris, je crois, en 92 à Annaba. Il a fait une édition à Oran. Et après, mais il a repris dans les années 2000, je crois 2002, là, 2004. Donc c'est l'amour de l'art qui vous arrive. Donc voilà, donc je parle de Najib. Et après, on s'est connus personnellement. C'est grâce à nos amis, notamment Hamid Almas, parce qu'on était très liés à Naouya, et lui il était très proche à Najib, Ben Issa aussi, Allah yarhamou, et puis je veux dire aussi l'époque où je pense que c'était l'un des critiques. Il y avait lui, il y avait Chenekhi, il y avait Kamal Ben Dimrad, il y avait... Chenekhi, l'un des spécialistes oui, du théâtre. Hein, oui. Donc je pense que c'est avec eux qu'on a connu qu'est-ce que c'est qu'une critique théâtrale, qu'est-ce que c'est qu'un article qui parle, qui analyse une pièce de théâtre. Qui la dissèque et qui nous la livre. Et c'était ça. Donc je pense que, et j'ai beaucoup aimé, enfin jusqu'à maintenant, j'aime bien sa façon de dire les choses, j'aime bien sa plume aussi. Vous le suivez de très près. Oui, de plus près. Je ne vais pas dire de plus près, mais je le suis. Je suis à peu près ce qu'il fait, À un moment donné, vous concernant, pour revenir justement à votre longue carrière de plus de 30 ans à Aziz Beklouni, certains disaient en ces termes-là, on a gagné un acteur, mais on a perdu un comédien. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Le théâtre, c'est pas un espace qui vous... Si, je suis un enfant du théâtre. Oui, justement, mais par le théâtre. Exactement. Moi, le cinéma et la télévision, c'est récemment. Mais ça fait pratiquement une vingtaine d'années qu'on vous voit souvent à la télévision, au cinéma et très rarement au théâtre. Hein. Qu'est-ce qui a provoqué cette rupture? Je ne sais pas. Moi, jusqu'à maintenant, je l'ai dit à maintes reprises que j'ai hâte, vraiment hâte. Je sais pas comment je peux dire ça, de revenir sur scène. C'est comme après, quand on avance dans l'âge, c'est vrai, à l'époque, on était jeunes, on était dans une troupe de théâtre, on faisait des tournées, notamment même dans les villages en Kabylie, partout, on faisait. Mais on était jeunes. Je ne sais pas, peut-être que la télé, je ne sais pas si j'ose dire une coïncidence, ou là, ils t'ont repéré, tiens, on va te donner un petit rôle, et c'est comme ça que ça a commencé, et absorbé par la télé, et puis le cinéma, les longs métrages. Et puis moi, je ne sais pas, c'est que peut-être que je dirais... je me suis laissé emporter par cette expérience vous avez succombé à l'appel du cinéma. Que tu es face à la caméra, que c'est une autre manière de Mais au théâtre, on est dans une approche très, très intime avec le public. C'est totalement différent. Voilà, qu'on ne trouve pas au cinéma. L'acteur ou comédien qui a connu le théâtre finira un jour ou l'autre par y revenir. Absolument. Il est irrigué de l'intérieur, notamment dans ce fameux rapport au public, c'est-à-dire il y a la présence charnelle du public, le fameux trou noir quand on est sur scène, et celui qui a connu ce bonheur ou parfois ce malheur d'être sur scène, et il ne pourra plus, et il peut quitter cet espace pendant des années, peut-être des décennies, mais il finira un jour ou l'autre par y revenir parce que c'est un besoin pressant. Et c'est votre cas. C'est un véritable besoin. Aujourd'hui, je dis... Vital. Je reviendrai. Non, mais je reviendrai. Ouais. Je suis vraiment... je sais pas, c'est comme quelque chose qui te manque. C'est un appel.
Je ne sais pas si c'est par rapport à l'âge, parce qu'on avance dans l'âge. Moi, j'ai Et le presque théâtre, 60 ans. la scène, c'est quelque chose. Abdallah, Non, mais là, c'est vrai que moi, j'ai joué au cinéma, j'ai même joué un rôle principal avec Aziz, entre autres. Et Le film de Rahim, j'ai Ali, joué ouais. dans 2 feuilletons télé, celui de Ben Badis et l'autre, Le Verger d'Oranger, je crois. Jardin d'Oranger. Quelque chose comme ça. Mais je trouve que la scène, c'est autre chose parce que il y a le stress quand on est sur scène. Et moi, je dis, c'est le terme exact, c'est jouissif. Parce qu'à un moment, on s'approche de la fin du spectacle. On peut pas refaire hein, quand on est sur scène. Donc, c'est pas comme au cinéma ou à la télé quand on est devant la caméra. C'est pas Non, mais bon, quand on est en refait. direct aussi. Hein, Ouais. Et ouais, après, on atteint on travaille sans filer. Hein. Voilà. Et on atteint le nirvana. Et ça, c'est. Après, C'est super. quelque chose qu'on n'explique pas. Ah non, C'est c'est presque un inexplicable. retour aux sources. Aux sources, hein. Moi, je vois ça. Là, quand je vois un spectacle maintenant, quand je vais au théâtre voir un spectacle, j'ai envie de sauter, j'ai envie de dire non. Alors que mes débuts, je me rappelle, ça fait je parle de 1980, on était jeunes, 80, 81, quand on a Jeune, beau, fier et fort. créé notre troupe à Alger. La première des choses j'étais avec d'ailleurs que je salue, Abdelkrim Skar, parce qu'on était tout le temps ensemble, donc on allait voir des spectacles. Et un jour, on était à la salle Mougar et on voyait une troupe de Constantine, le GAC, je crois, ou le GAT. Le GAT, c'était à Alger. Ouais. Le GAT, c'était à Alger. Le GAC avec l'animateur Abdallah Abdallah Hamlaoui. Hamlaoui, exactement. Et là, on voyait une troupe jeune, c'était notre âge à l'époque, et on s'est posé la question comme ça, parce qu'on était vraiment, on avait cette envie de s'exprimer, de dire des choses. D'être Il me dit, confronté à un pourquoi- public. Hein. Comment on peut être sur scène? Pourquoi pas nous? C'était comme ça. Et c'est comme ça que ça a déclenché. On a créé la troupe. Il y a une metteur en scène qui sera bientôt des nôtres. Elle devait être des nôtres justement avec vous, Hamida El Hadj, Ouais. qui elle déplorait la chose suivante en disant aujourd'hui quand on présente une pièce de théâtre au public, d'abord pour la presse en premier lieu, pour le public, puis après pour sa distribution, c'est une problématique récurrente malheureusement en Algérie. Qu'avez-vous à répondre à cela? Et Nadib Stambouli et Aziz Bardouni. Je pense que quelque part, Hamida a raison. Aujourd'hui, avec les spectacles qu'on monte, avec les pièces qu'on monte, c'est vrai, après une première, généralement, on a pour une petite tournée comme ça à travers les. C'est très rare les tournées. Hein. Et c'est très rare. Très rare, Et elle le c'est disait pas- elle-même. hein. Et c'est pas dans l'intérêt ni Exactement. de l'acteur, Les des metteurs en comédiens, scène et les ni comédiens de l'œuvre elle-même, mettent des qu'elle années à soit- écrire, qu'elle soit hein. distribuée, qu'elle soit vue, parce que quand on monte une œuvre, que ce soit cinéma, enfin un film ou une pièce de théâtre, pour qu'elle soit vue, qu'elle soit Exactement. au maximum possible. Donc c'est ça l'intérêt. Mais où est l'intérêt si on monte un spectacle et après on le met dans les tiroirs? Malheureusement, bien sûr, c'est une thématique que nous provoquerons très très bientôt avec beaucoup de metteurs en scène, du moins ceux qui ont aujourd'hui une visibilité et une productivité et réellement. À chacun son ordonnance, au One Man Show, vous y pensez ou remonter sur scène ne vous intéresse pas, Abdallah Je reviens juste à une petite... Agoun. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est dans l'improvisation. J'étais à Paris au mois de juillet et je suis passé par hasard devant l'espace GEMAP où j'avais joué en 2009. Et je ne savais même pas que j'étais devant l'espace GEMAP. J'ai demandé à quelqu'un, il se trouve Il est où l'espace Eh ben, c'est GEMAP. On juste m'a là. dit c'est juste à côté. Je suis rentré et j'ai revu donc celui qui s'occupait de la régie son et lumière. Il m'a fait revisiter la scène où je me suis produit. Et là, je me suis dit, j'ai envie de remonter sur scène. Je suis allé voir un ami à Paris, qui on se voyait
très souvent. Je lui ai dit qu'il y a un restaurant qui s'appelle la Maison Bistrot à Paris, je fais de la publicité. Et je lui ai dit, j'ai envie de remonter sur scène. Il m'a dit, bah, pourquoi tu ne jouerais pas dans mon espace? C'est grand, c'est vrai que c'est grand, là. Il y avait d'ailleurs Alastair, ton frère, qui est venu. Et il m'a dit quand? Je lui ai dit, bah, le 1er octobre. Ah, et ça s'est fait, j'ai commencé à écrire, j'écrivais le jour même, et puis voilà. Et ça a été aussi, j'ai envie de remonter sur scène. Même, voilà. En tout cas, nous parlerons cette fois-ci du Comédien. C'est l'un des romans de notre invité. Je le rappelle encore une fois, Najib Stambouli, puis d'autres romans également qui ont jalonné, qui ont marqué sa carrière, non pas de journaliste, mais d'écrivain, mais également de romancier. Tout ça se passe bien sûr sur les ondes d'Alger Chaîne 3, les 88.4, 89.2 FM. Nous sommes ensemble tous les jeudis de 14 à 16h pour décrypter, pour approcher la culture autrement. A tout de suite, il est déjà 15h31 minutes. Le Café de la Troie. Seconde de la nostalgie. Oh là là, il y a longtemps. Une voix exceptionnelle ici au Café de la Troie. Elle s'appelle Célia Ait Mohand. Bien sûr, elle rend hommage à un maître incontesté, incontestable, Slimane Azem. Ça se passe ici, au Café de la Troie, l'espace de toutes les rencontres, parfois même improbables, en direct bien sûr, tous les jeudis de 14 et ce jusqu'à 16h. Les absents toujours tort. Sachez que nous sommes en compagnie aujourd'hui de cet auteur, de cette journaliste à plusieurs ouvrages. On va en citer quelques-uns de ses romans. Le Mauvais Génie, Le Fils à maman ou La Voix du sang, Le Comédien, mais également Ma piste aux étoiles. Plus près des étoiles, tous les jeudis, 14-16h, savourant bien sûr un bon café, en particulier en cette saison un peu froide, on va dire, à travers ces perturbations qui touchent les régions du Grand Nord. Voilà une voix que nous avons découverte plutôt au niveau même de Racontar, Hassan Metref. Il n'y a pas qu'elle, il y a également d'autres artistes, d'autres groupes qui ont eu cette possibilité, cette opportunité de venir s'exprimer, de se faire connaître. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Des artistes qui ont été découverts à Racontar et qui le disent sur les plateaux. Exactement. Ce qui me plaît parce qu'ils rendent hommage à Racontar, par exemple, les deux frères Hussein et Hassan, artistes plasticiens, etc., qui disent c'est Racontar qui nous a, qui nous a créé, engendré. Qui nous raconte tellement bien. Voilà. Ils ont dit engendré, donc c'est fort comme... Vous avez donné naissance et beaucoup, moi je... Beaucoup d'artistes ont connu Racontar et la rencontre avec Racontar leur a permis de sortir leur génie, parce que le génie il est en eux, hein, c'est pas Racontar qui l'a créé, mais sauf que Racontar a été une piste de décollage. Mais ce qui est extraordinaire dans Racontar, sans être dans le jeu de mots, hein, ça raconte nos villes, nos histoires, nos personnages, nos traditions et nos croyances. Oui. Parce que vous avez souvent délocalisé à chaque édition Racontar depuis ces 16 dernières années, Hassan Metref. Oui, c'est un festival itinérant, c'est un festival effectivement... Nous sommes dans le nomadisme. Voilà, c'est un festival nomade et c'est un festival effectivement qui allie tradition et modernité. Exactement. Ça, c'est aussi une réussite. Dialogue et non confrontation. C'est une alchimie incroyable. On ne sait pas comment. Je suis incapable de donner la recette, mais on arrive à faire des activités traditionnelles et des activités modernes qui se passent à peu près très bien, hein, c'est-à-dire... et puis c'est un festival où on trouve toutes les tranches d'âge aussi, qui réconcilie les générations. Exactement. On a des enfants, des femmes, des vieux, des moins vieux, des jeunes, etc. Et tout ce beau monde se côtoie dans la convivialité la plus totale, la complicité la plus totale. Il y a des échanges entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes. Racontar, par exemple, a mis en exergue, je ne sais pas si on le dit en exergue, mais enfin, il a mis plutôt... surtout la Tejmed, par exemple, a montré l'importance de la Tejmed dans nos villages. Qui existe encore dans les villages aujourd'hui. Et tellement bien raconté dans les ouvrages de Mouloud Feraoun. Exactement. Et nous, on s'est beaucoup appuyé sur les Tejmed. D'ailleurs, Denis, quand on lui pose la question des amis à lui d'autres wilayas, pourquoi Racontar ne se fait pas Blida ou ailleurs, il leur dit qu'il faut avoir une Tejmed, il faut avoir un comité qui puisse
être un Qui vis-à-vis. décide, hein. Bien sûr, nous, Ouais. s'il y avait Les pas gardiens, on ne s'est pas appuyé sur Tejmet, Raconta n'aurait jamais vu le jour. Ouais. Voilà, C'est les important. décideurs, j'allais pratiquement C'est dire. les décideurs, ils connaissent bien le terrain, ils Ouais. ont un pouvoir, j'allais dire même politique dans le village. Hein. C'est-à-dire quand ils décident, ils décident. Voilà, c'est. Hassan Metref, raconte-moi ton village. Dites-moi franchement où va se situer ou localiser. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de la localisation de l'édition prochaine de Raconta? C'est-à-dire, entre-temps, nous avons créé un petit festival qui est un peu calqué sur Raconta, qui ressemble, même s'il veut avoir une autre. Il s'appelle Rancard. Au départ, on l'appelait Rancard de printemps. Sauf que l'été dernier, on l'a organisé en été. Donc, c'est le Rancard d'été. Donc, c'est un Rancard qui se fait à chaque saison. Et ça a été organisé l'année dernière, la première édition, Ouais. c'est à Maadka, Irendoussen. Région très réputée pour ses Voilà. poteries Ses poteries, et ses tapis. super. Voilà. Exactement ça. Donc une édition qui a très bien marché, réussi. Et puis on a fait la deuxième édition l'année dernière à Aït Boumehdi. À Aït Boumehdi, on devait partir là-bas, faire Ranka, histoire d'organiser Raconta plus tard. Ouais. Donc voilà. Bon, Et tout ça va être raconté dans un très bel ouvrage qui, Oui. lui, donc justement, va nous livrer cette grande aventure humaine qui dure et qui perdure pour notre plus grand plaisir pendant 16 ans. Et j'espère qu'elle continuera également. J'imagine que vous allez faire dialoguer les journalistes, les poètes, les plasticiens, du moins en fin de compte, les créateurs de tous bords. Nous avons déjà pour le deuxième ouvrage, pas celui avec Denis Martinez, qui est un beau livre, lui il a déjà terminé toute la partie dessin, images, etc. Les textes, ils m'ont chargé de faire les textes, j'avais fait une trentaine de pages, après mon micro-ordinateur a cramé, donc je dois réécrire tout ça. Donc je dois écrire 80 à 90 pages pour le beau livre. Et sinon, le deuxième ouvrage, c'est un recueil d'articles. On a assez de matière déjà. Alors, et là, c'est international parce qu'il y a des articles qui sont sortis en Europe, il y a des articles qui sont sortis en Algérie. Vous allez tout récupérer. Voilà. Et deuxième partie, c'est un appel à écriture, si je peux m'exprimer ainsi. On lance le 15-16 janvier. On donne une date limite le 28 février pour que les gens nous envoient un texte de 2 à 3 pages. Dites-moi l'adresse, là, tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, Il y a qui aimeraient... une adresse mail, mais je ne l'ai pas en tête. Il faut mais que- bon, voilà. Alors, vous avez 10 minutes pour potasser le sujet et nous donner l'adresse bien avant la fin de l'émission et la Alors, fermeture. l'adresse mail... Non, Ouais, vous avez le temps, Ouais, vous avez ça y est, encore, ça y vous avez est. encore le temps. Elle est revenue. Cette fois-ci, nous sommes en train, enfin, nous voulons, nous souhaitons partager avec vous quelques ouvrages de notre invité principal, à savoir Najib Stambouli. Si nous revenions, parce qu'il était question de théâtre, de cinéma, donc justement, nous allons revenir, si vous le permettez, sur l'un de vos romans, à savoir Le Comédien, édité chez Casbah Éditions. Nous allons de suite à la rencontre d'un certain Monsieur Pluriel. Ça devait être ça le titre de l'ouvrage en premier lieu. Puis après, ça a changé. Vous avez appelé tout simplement Le Comédien parce qu'il est habité par plusieurs rôles. Est-ce que nous serions réellement dans une forme de schizophrénie concernant ce personnage? Il a véritablement, le personnage, il a vécu une longue crise de schizophrénie, il ne savait plus très bien, c'est-à-dire tous les Cette dualité entre la Oui, réalité et la absolument, fiction. entre la réalité, bon, pratiquement tous les comédiens vivent ce dilemme avec plus ou moins d'importance. Bon, Dieu merci, tout le monde en réchappe, hein, mais il ne sait pas très bien, il ne sait pas séparer, il ne fait pas la scission qu'il faut Tout à fait. entre ces personnages et sa vie réelle. Et par la suite, c'est seulement grâce à cette recette miracle qu'il est sauvé. Cette recette miracle, c'est l'amour qui lui permet Il n'y a que l'amour qui nous sauvera. Voilà, Najib Stambouli. absolument. Qu'est-ce qu'on va retenir réellement de cet ouvrage, Le Comédien, chez Casbah Éditions? Est-ce qu'on a plus de sympathie pour un certain Farid Foussi, le citoyen, ou Hamid Marouja? Maroufa, pardon. Maroufa, oui, c'est-à-dire, bon, ce n'est pas un hasard, hein, s'il y a les deux noms de personnages, Maroufa, c'est une façon En de confrontation. rendre hommage à Marouf. Et il y a Hamid, c'est pas un hasard, hein, c'est l'un de mes plus proches amis avec Azdin Djoubi, c'est Hamid Almas. Mais, bon, c'est-à-dire, ce n'est pas une confrontation où quelqu'un va gagner et un autre va échouer. C'est une coexistence pas pacifique du tout, mais finalement, il est aussi confronté à des problèmes que connaissent les gens de l'art avec plus ou moins de gravité, c'est-à-dire
c'est une forme détournée de corruption. Il y a tout. Vous racontez Oui, la voilà, société donc, algérienne. et je raconte toute la société algérienne à travers les itinéraires tumultueux d'un. Là, nous sommes en direct, il y a des téléphones qui sonnent, hein. Mais ça, c'est un peu les aléas du direct, oui. Alors, moi, je me pose réellement cette question quand on relit votre ouvrage. Est-ce qu'on est dans des délires chimériques ou la vraie vie? Grand point d'interrogation dans l'ouvrage de Najib Stambouli, le comédien. Eh ben, c'est la vraie vie romancée. En D'accord. réalité, c'est ce qui irrigue tous mes romans. C'est une tentative plus ou moins réussie. Où les femmes sont omniprésentes. Ce sont oui, des personnages, oui, oui, un peu c'est- comme dans ce livre-là, on rencontre cette femme Rosa qui va l'arracher de sa folie, de sa paranoïa. Voilà, absolument. Hein. C'est-à-dire, elle sera avec lui, elle va souffrir avec lui, mais sa présence très très intelligente, avec doigté, elle saura l'extirper de la tentation, de la paranoïa et même de la schizophrénie auquel ce personnage est confronté. C'est tout. J'introduis le lecteur dans un univers que je connais assez bien, celui des coulisses des théâtres, avec l'aspect très intéressant, très vivant, très riche, très chaleureux, mais aussi avec le travail de coulisses dans son aspect le moins valorisant, où il y a des pressions, où il y a des Tout à fait. tentatives. Moi, Voilà, j'aurais appelé c'est- ce livre-là Au nom de l'amour. Je ne sais pas pour quelle raison, ni Monsieur Pluriel, encore moins le comédien, mais Au nom de l'amour. Mais dans cet ouvrage, ou du moins dans ce roman, je le rappelle, Najib Stambouli, le comédien, paru aux éditions Casbah, vous nous parlez entre autres d'une société complètement éclatée, la nôtre. Hein. Oui, elle est complètement et en permanence en En itinéraire. situation de reconstruction. Exactement. De l'éternel destruction, mouvement. reconstruction. C'est la société algérienne, c'est ça son charme. Ouais. Et cette fois-ci, il y a également, on parlait des femmes qui sont des personnages qui prennent pratiquement votre intérêt dans l'écriture et dans cette grande curiosité qui est la vôtre, et cet hommage également que vous rendez à travers à toutes les femmes en général et à l'Algérienne en particulier, c'est la gifle, hein. La violence faite aux femmes. C'est un sujet aujourd'hui malheureusement d'actualité. Le féminicide est non pas comment dire, est devenu un véritable phénomène dans nos sociétés où la folie des hommes a tout emporté. Le roman s'appelle, paru aux éditions Coucou, il s'appelle Juste une gifle. C'est juste une gifle, ça résume un peu tout le roman, et le roman qui lui-même résume tout le drame, toute la tragédie vécue par des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de concitoyens confrontés au drame de la violence conjugale. Tout à fait. Un drame qui existe, qui est très présent dans notre société, mais malheureusement qui n'est pas assez abordé. Pour quelle raison? Eh Comment vous l'expliquez aujourd'hui? Eh ben, c'est la même société qui frappe, c'est-à-dire c'est le coupable qui est la société par l'intermédiaire de certains hommes, hommes, c'est une façon de parler, qui s'évertuent à frapper leur conjointe, leur épouse ou leur Vous compagne. dénoncez ce phénomène? Oui, bien sûr que dans je cet le ouvrage. dénonce, oui, c'est-à-dire... La femme est presque objet et non sujet. Oui, mais le drame, dans le drame, c'est le mutisme, c'est-à-dire les femmes, elles n'en parlent pas, parce que c'est la même société qui les empêche. La dernière fois, dans un débat, j'ai été offusqué. Bon, j'ai pas voulu remuer le couteau dans la plaie par une personne, une femme intellectuelle, et qui justement abondait dans le sens le plus négatif, celui de la société, qui encourage le silence. Elle disait, comment ça, pour juste une gifle, qui est le titre de mon Tout à roman, fait. il y a des personnes qui encouragent les femmes à divorcer, c'est-à-dire cette même femme censée au contraire dénoncer cette attitude infecte qui est de lever la main sur une femme d'une façon générale, au lieu de la dénoncer, à l'encourager, parce qu'elle disait, voilà, à cause juste d'une gifle, elle va connaître le divorce, etc. C'est-à-dire, elle appelle
au maintien du statu quo, au maintien du silence, à accepter le triste sort des femmes battues et des femmes violentées. Et les textes politiques doivent impérativement Oui, aujourd'hui évoluer les en textes direction des femmes. En réalité, ils existent. Bon, c'est pas Parce l'idéal, qu'ils sont bien réellement sûr. appliqués. Mais ils ne sont pas appliqués justement parce que le véritable problème, les femmes, elles n'osent pas déposer plainte, parce qu'elles ont peur de divorcer. Elles ont peur Il y a la de société se retrouver. également. Et la Le société, regard social. non, il faut souffrir en silence, non, ça va passer. Et bien sûr, le mari violent, c'est un technicien de la violence. Non, mais ce qui est terrible, nous vivons également, on parle de société patriarcale, mais notre société est également matriarcale. Oui. Quand vous entendez une mère dire à sa fille la chose suivante, vous vous rendez compte de... Oui, Il est demandé à la femme de subir Oui, absolument. jusqu'au bout. Et ma réalisatrice Jawida Zekad me dit, Karim, tu disais que dans les ouvrages de Nadib Stambouli, la femme est objet et non sujet. Moi, elle m'a dit, je me permets de te corriger parce qu'elle a lu votre roman, s'appelle La Rancune. Eh bien, toujours chez Casbah Édition, parce que vous êtes fidèle à votre maison d'édition. Et là, du coup... Non, cette fois-ci, c'est Coucou. Non, c'est la dernière, je veux dire. Hein. Mais tous vos ouvrages Oui, absolument. sont chez Casbah Édition. Et dans La Rancune, vous nous parlez de la vengeance d'une femme trahie. Elle s'appelle Afifa, qui va, elle, détruire l'homme qu'elle aimait et parce qu'il l'avait également fait souffrir. Il devait faire un choix, et le choix imposé par son père. En réalité, c'est-à-dire si mes personnages féminins passent pour être des femmes objets, alors que dans ma tête, dans mon intention, dans ma volonté, c'est des femmes sujets de leur destin, Oui. si elles passent pour des femmes objets, ça signifie que j'ai raté totalement mes œuvres. Hein. Mais non, et pas du tout, hein. je ferais bien de changer Non, de non, pas du vocation. tout. Tout au contraire. C'est-à-dire, voilà. Et au dans ce contraire. roman-là, vous dénoncez également cette société qui est attachée, engluée dans certaines traditions, certaines croyances, et même dans la sorcellerie, parce que Afifa, ce qu'elle va faire, elle va récupérer un minuscule fragment de rose des sables et le coller sur la dépouille de son ami, tout ça dans l'espoir de se venger. Oui, c'est-à-dire, il faut pas se leurrer. Hein. Nous avons une société rétrograde, bien sûr. Il y a des pulsions modernistes, modernes, mais pourtant, il y a une chape de plomb archaïque qui survit et qui anime encore dans la cellule principale de la société, qui est la famille, et qui tire vers l'arrière, qui tire vers le bas, toutes les volontés de libération d'une façon générale et de libération de la femme d'une façon générale, particulière. Vous savez quoi, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout présenter ici au Café de la Troie, mais je voulais réellement donner envie à ceux qui nous écoutent de vous lire, de découvrir vos univers, parce que vous êtes un artiste, un humaniste jusqu'au bout des ongles. Je me permets également de les inviter à lire Le Fils à Maman. C'est pas la peine de me regarder comme ça, Jawida Zekad. Ou La Voix du Sang. Et là, nous allons encore une fois à la rencontre de Dina Fassi et un certain Alouette surnommé la Lessifleur. Et on revient et on parle également, on approche cet autre personnage féminin, à savoir Halima. C'est encore à travers des personnages forcément fictifs que je tente de diagnostiquer à ma Vous façon. analysez la société algérienne. Oui, analyser, je le fais pas comme le ferait un sociologue, je suis pas un sociologue, mais je le fais, oui, absolument, pour essayer de montrer, d'exhumer, les failles. Oui, les failles, tous les tiraillements, les déchirements qui traversent la société algérienne, et je le fais à travers les tiraillements des personnages, toutes leurs hésitations, toute leur volonté de se libérer, et avec tout ce qui les tire vers l'arrière et vers le bas. Et vous nous parlez souvent de ces drames, et même dans ce roman, Le Fils à Maman, La Voix du Sang, paru aux éditions Casbah, il en est question, jusqu'à nous entraîner dans cet espace serein, entre parenthèses, qui s'appelle la Villa des Jasmins. Et là, du coup, nous sommes dans un voyage de l'inattendu, mon cher Nadib Stambouli. Oui, c'est-à-dire un roman, ce sont des personnages avec leur caractère, d'ailleurs en anglais. C'est un roman polyphonique. Oui, absolument. Voilà. Oui, je l'espère qu'il est tenu pour tel.
Et donc un roman, c'est une histoire, ce sont des personnages, ce sont aussi des espaces. Les Qu'on aime espaces parfois aussi. détester. Voilà, absolument, absolument, ouais, ouais. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir pendant 2 Merci. heures ici au Café de la Croix. Plaisir partagé. Je vous assure, hein, j'y pensais il y a quelques temps, mais je me suis dit, on va quand même lire son dernier roman, La Gifle, je le rappelle. Juste une gifle, paru aux éditions Coucou. C'est à mettre entre toutes les mains de notre invité central, Najib Stambouli. Un grand merci à vous, Hassan Metref, Merci, d'avoir fait Karim. le voyage de Béléni. voilà, jusqu'ici. J'espère vous recevoir très bientôt pour d'autres aventures et parler cette fois-ci plus précisément du programme de Racontard qui aura lieu dans une région pas aussi lointaine que ça. Merci beaucoup Hassan Metref. Merci, Karim. Un grand merci à Abdallah Hagoun d'être des nôtres aujourd'hui. Dois-je également rappeler le titre de votre ouvrage, Blouse blanche, zone grise et Décennie noire, toujours aux éditions Coucou. Vous nous avez donné le vertige, je tiens à vous le dire. Nous allons également dire un grand merci à notre 4e invité, c'est Aziz Bokoloni. Un grand merci, mon cher ami. Et puis à très bientôt pour vivre ensemble de nouvelles aventures. Moi, ce que je vous remercie, je remercie encore une fois Najib, vous la chaîne 3, Karim et toute l'équipe. Et j'ai passé un très très bon moment, surtout à savoir tout ce on était en train de discuter, de raconter. Pour moi, c'est un rêve et c'est beau de rêver. Tout ça, c'est de la poésie. Mais exactement c'est ça. C'est d'aller en avance pour pas mal de belles choses. Et dois-je également rappeler l'exposition de Mostafa Boussetta. Ça se passe Bah au oui. Palais de la Culture, Mofdi Zakaria. Ça s'appelle Racine Air. Je vous conseille d'aller voir son hippopotame. Il est d'une beauté extrême. Ça va se poursuivre jusqu'au 26 de ce mois. Vous le disiez à l'instant, Aziz Bokoloni. Vous savez, la culture, c'est une parenthèse enchantée, mais tout a une fin. Merci à vous. Merci à Jawid Azekad qui était à la réalisation. Et nous aurons bien sûr le plaisir de nous retrouver la semaine prochaine en direct pour un autre Café de la 30 entre 14 et 16 heures. Ça, je ne le dirai jamais assez. Et rencontrer enfin les intranquilles de la culture. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Exactement. Que 2024 nous apporte le meilleur. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Merci pour le café.